Hop. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Nous avons le plaisir de recevoir Aurélien Barraud pour notre conférence inaugurale de la Earth Week d'HEC Paris, la première en format 100% digital. Merci de vous être connectés sur ce webinaire. Dans ce format, le micro et la vidéo des spectateurs sont coupés, c'est normal. Pour garder de l'interactivité, vous pouvez poser toutes vos questions dans le module Q&R. Le chat servira pour les problèmes techniques. Il y a aussi la possibilité de liker les questions sur ce module et nous poserons environ vers 19 h les questions qui auront été le plus plébiscitées par le public du Zoom. La Earth Week, donc, nous travaillons dessus depuis septembre avec une équipe d'une dizaine d'étudiants de l'association ESPER. Grâce au soutien de l'Institut SNO et de nombreuses autres associations étudiantes d'HEC que nous tenons à remercier ici, nous avons tâché de multiplier les événements pour que cette semaine touche le plus de personnes possible. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer près d'une vingtaine d'événements sur une dizaine de jours. Il y a de tout et pour tout le monde. La Earth Week existe en réaction au sentiment que les étudiants sont trop peu sensibilisés aux enjeux climatiques actuels, selon nous. L'objectif est que cette semaine devienne un réel catalyseur de prise de conscience. Le monde évolue vite, on sent les prémices de ces changements, même à HEC. Et pourtant, cela ne va pas assez vite, selon nous. À travers ces différents événements, notre objectif est d'aider les étudiants d'HEC et peut-être au-delà à changer durablement leur mode de consommation, en les sensibilisant d'une part à l'impact de leur mode de vie et d'autre part en leur proposant des solutions concrètes. Loin de la culpabilisation, c'est un message enthousiaste que l'on veut donner, un message d'espoir que nous portons et nous espérons que ce message dépassera même les frontières d'HEC. Nous sommes fiers d'être à l'initiative de ce projet écologique d'ampleur sur le campus d'HEC et qui, nous l'espérons, se renouvellera maintenant chaque semestre. Je laisse désormais la place à Thomas pour présenter le parcours de notre conférencier Aurélien Barraud. Merci Louis. Bonsoir Monsieur Barraud, merci d'être présent. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nos biens sont protégés par la loi. Est-il acceptable que la vie ne le soit pas? Voici une de vos phrases choc tirées de votre livre « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » paru l'an dernier. En effet, bien que vous soyez un astrophysicien de renom, docteur en physique, spécialisé dans les trous noirs, la physique quantique, le Big Bang et autres concepts bien loin des étudiants d'HEC, vous êtes également connu pour votre engagement écologique. Citoyen engagé, vos apparitions passent rarement inaperçues, avec des propos proches des thèses collapsologistes, bien que vous reniez cette étiquette, ou de la décroissance, thèse que cette fois vous soutenez, vous laissez rarement indifférent. Après avoir vu vos interviews, lu vos livres, on se demande, mais pourquoi n'entamons-nous pas un changement radical? Vous souhaitez en effet une action politique ferme et immédiate face au changement climatique, notamment dans la tribune, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, appel que vous avez lancé en 2018 dans le journal Le Monde. De fait, comment expliquer cette absence totale d'action, ou du moins une action qui est aujourd'hui seulement au stade embryonnaire? Êtes-vous trop alarmiste, Monsieur Barraud? Non. Du moins, ce n'est pas ce que nous pensons à la Earth Week, semaine anti-climato-sceptique d'HEC. Vous prêchez donc des convaincus. Quoiqu'une petite piqûre de rappel sur l'état actuel de notre monde ne ferait pas de mal. Néanmoins, comment passer de cette prise de conscience à l'action concrète, individuelle et collective? Comment changer enfin de paradigme et sauver l'humanité et la planète? Mais au-delà de ces réflexions, plus qu'anthropocentrées, vous êtes également docteur en philosophie et ne cessez de repenser notre place dans le monde et notamment notre relation au vivant. En effet, l'idée d'un nouveau contrat social avec le vivant semble aujourd'hui plus que jamais une question à poser. Destruction de notre environnement, spécisme, exploitation des autres animaux et marche à grands pas vers une nouvelle extinction de masse doivent nous forcer à nous remettre en question. Néanmoins, sur quoi fonder ce nouveau contrat social avec le vivant? Quel avenir pour l'homme et sa relation avec la planète, la nature et les animaux? Ces questions ont longtemps été ignorées par la majorité, mais semblent aujourd'hui arriver sur le devant de la scène. Vous-même, généralement habitué aux assemblées d'ingénieurs, de scientifiques, de philosophes ou d'artistes, semblent aujourd'hui parler à un public plus large, plus vaste et probablement plus difficile à convaincre, les businessmen. Vous donniez, en effet, il y a quelques jours, une conférence au MEDEF. Ces représentants du MEDEF que vous qualifiez de nouveaux extrémistes. En effet, selon vous, les extrémistes, ce ne sont plus aujourd'hui les militants d'Extinction Rébellion, mais bel et bien ces hauts responsables, membres du BNF et autres grands patrons. Et vous voilà aujourd'hui à HEC, du moins virtuellement, vous adressant à des businessmen en devenir, quel comble. Comme d'autres, cette école de commerce forme des cadres voués à être des leaders de demain. Néanmoins, comment les former? Comment leur faire prendre conscience des enjeux dits de demain, qui sont en fait les enjeux de l'instant présent? Comment mettre dans l'esprit des jeunes start-upers que le progrès à tout prix n'est pas la solution? Et en parlant de cela et de cette course au progrès à la rapidité de l'information, comment ne pas parler de la 5G? En effet, lundi 14 novembre dernier, devant une centaine d'entrepreneurs de la French Tech réunis à l'Élysée,
Le président de la République a défendu le choix de la 5G en moquant ses opposants, estimant, je cite, « Je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. » Eh bien, après avoir évoqué tous ces sujets brûlants, nous avons l'impression que la 5G représenterait une bonne porte d'entrée en matière pour le scientifique, philosophe et citoyen engagé que vous êtes. Que pensez-vous donc de la 5G et plus globalement de cette course effrénée au progrès? Soutenez-vous ces écologistes vivant comme des soi-disant Amish? Je vous laisse la parole. Merci. Bonsoir, donc merci pour cette belle et flatteuse introduction, et puis surtout pour l'invitation et l'échange. Je pense en effet que c'est important de parler de s'adresser à l'altérité, voilà, qui est un véritable dialogue et qu'on ne reste pas emmuré dans nos microcosmes respectifs, ce qui ne serait certainement pas très fructueux. Je tiens d'ailleurs à dire que les personnes du MEDEF avec qui j'ai discuté hier ou avant-hier étaient extrêmement charmante, très intéressante et très volontaire et désireuse d'une évolution que j'ai cru absolument sincère. Voilà. Je ne dirais peut-être pas la même chose de leur président, que je ne connais pas personnellement, mais dont les messages ont tendance à m'effrayer et même à me mettre très fondamentalement en colère, mais j'ai quand même noté que parmi les chefs d'entreprise, il y a, je crois, des personnes honnêtes, rationnelles et convaincues de l'urgence réelle de la situation. Donc, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. Même là, il y a des œufs qui semblent sains. Alors, oui, vous m'interpellez sur la 5G. Alors, c'est vrai qu'après la tonitruante déclaration de notre président, j'ai été contacté par beaucoup de médias pour me demander qu'allez-vous répondre à M. Macron. Et j'ai dit que je n'avais rien à répondre à M. Macron parce qu'il ne veut pas comprendre le problème. Je crois que ce n'est pas quelqu'un de stupide, mais je crois que soit nous faisons face à un niveau d'endoctrinement tel, soit à un niveau d'aliénation tel, soit à un niveau de cécité tel que je ne pouvais même pas trouver de mots pour faire face à ce qui relève d'une imposture intellectuelle et d'un désir manifeste de nier une réalité qui est extraordinairement contrariante. Donc, je vais le dire de façon très simple et très courte. Quand on met un vaccin sur le marché, je prends cet exemple parce qu'il est au cœur de l'actualité, on a quelques espoirs de sortie de crise sanitaire par ce biais. Eh bien, les agences de santé évaluent les bénéfices et les risques. C'est normal. Vous savez, un vaccin, c'est jamais tout à fait indolore. Hein, on inocule dans le corps un produit actif, donc il y aura quelques morts. C'est inévitable. Mais si les agences sanitaires estiment qu'on va faire 10 morts et sauver 100 000 personnes, alors bien sûr, le vaccin est positif et généralement, on autorise sa mise sur le marché. Mais on fait cette étude qui est indispensable avant, en effet, que le produit soit répandu de façon vaste à l'échelle mondiale. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'avec les hautes technologies, on ne le fait pas. On ne le fait pas et on ne veut même pas mettre le débat sur la table. Donc faisons une revue extrêmement rapide de la 5G. Les points négatifs. Les points négatifs sont extraordinairement élevés, puisqu'on sait qu'à usage réel, la consommation engendrée sera 3 à 4 fois plus importante que celle de la 4G dans un monde où diminuer la consommation devrait être, du point de vue rationnel, notre obsession. Donc c'est un gigantesque point négatif. En plus, on sait qu'on va vraisemblablement construire à l'échelle mondiale 1 milliard de nouveaux terminaux mobiles qui eux-mêmes engendrent une pollution considérable. Vous savez que dans un téléphone, il y a du cuivre, il y a du verre, du cobalt, du carbone, du nickel, de l'étain, du zinc, de l'argent, du chrome, du tantal, du cadmium, de l'or, du beryllium, de l'antimoine. Toutes ces choses-là doivent être extraites de la terre, généralement par des jeunes personnes très mal payées dans les pays africains. C'est un autre point extrêmement négatif. Au-delà de cela, fracture numérique, problème de cybersécurité, problème d'addiction, en particulier chez les jeunes qui devient tout sauf anecdotique. Donc on a une facture extraordinairement négative pour la 5G. Bon, regardons le positif. Si effectivement ce coût exorbitant permet de sauver le monde, alors en effet, peut-être qu'il faut le faire. Si on sauve 1 million de personnes grâce à la 5G, 1 milliard de personnes grâce à la 5G, peut-être en effet que ces défauts immenses sont justifiés. L'ennui, c'est que du côté des avantages, on ne trouve rien. Rien, mes enfants pourront jouer à Fortnite en haute définition depuis les toilettes du lycée, c'est magnifique, mais ce n'est pas forcément un très grand gain pédagogique. Au niveau de l'utilisateur particulier, essentiellement zéro. Alors, il y a des avantages industriels, par exemple la voiture connectée. Mais alors, la voiture connectée, ça veut dire essentiellement pouvoir continuer à utiliser des voitures
précisément dans les zones où elles peuvent être autonomisées et où, par conséquent, il faudra les remplacer par des trains. Donc, en fait, les effets bénéfiques de la 5G, c'est essentiellement de s'assurer de façon à peu près certaine que la catastrophe industrielle va s'amplifier. Et le débat n'est pas même mis sur la table. Donc, je crois que ce qui se signe par cet exemple, c'est le niveau d'irrationalité et d'inconséquence de ceux qui devraient avoir en charge le bien commun. Mais justement, ce n'est pas seulement la question de la 5G, c'est peut-être aussi la question du progrès en général. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que face au discours catastrophiste, mais réaliste de la plupart des scientifiques sur ces thématiques, on a comme une levée de bouclier de certains qui, après avoir nié le problème pendant assez longtemps, maintenant que ce n'est plus tenable de nier ce problème, disent « mais de toute façon, l'humanité s'en est toujours sortie, on va inventer quelque chose et notamment peut-être que grâce à la 5G, on va y arriver ». Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pourrez leur répondre s'il dit ça? Ça relève de la pensée magique. La pensée magique, la poésie en moins, parce qu'il y a une pensée magique qui est élégante, dont nous devrions d'ailleurs probablement apprendre quelque chose. Là, si vous voulez, ce que j'entends par pensée magique ici, ce n'est pas la belle pensée magique signifiante et respectable, par exemple la croyance en Dieu. Non, ce qui se joue ici, c'est la croyance au Père Noël. Alors, la croyance au Père Noël, c'est tout à fait mignon à 5 ans, c'est tout à fait stupide et grave à 40 ans. Et là, ça relève littéralement d'une croyance au Père Noël. D'abord, on regarde dans ton intervention. Tu as utilisé, à bon escient, puisque c'est le mot consacré, mais le mot progrès. Nous nous sommes même fait voler les mots. Le chef de l'État a écrit un livre, si je me souviens bien, dont l'intitulé est « Révolution ». Écoutez, on peut aimer ou ne pas aimer M. Macron. Ça relève du choix de chacun et je ne me prononcerai évidemment pas publiquement sur cette question. Mais si une chose est certaine, c'est que nous ne sommes vraiment, vraiment pas dans un programme révolutionnaire. Si c'est ça la révolution, alors le mot révolution est littéralement délité de son sens le plus fondamental. C'est exactement la même chose pour progrès. Nous sommes en train de détruire, employons les mots justes et les mots précis, pas catastrophistes, pas alarmistes, scientifiquement précis. Nous sommes en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète. Les conditions d'habitabilité. Les écologues estiment que nous sommes en train d'engendrer un anéantissement global de la biologie, de la vie sur Terre. Et face à ça, on a effectivement maintenant la possibilité de poster des vidéos un peu plus longues et en haute définition sur Instagram. Mais qui, doué de plus de 3 neurones en interaction, peut nommer cela progrès? C'est une sorte de méta-imposture. C'est un mensonge, c'est une affabulation collective à laquelle plus personne ne devrait aujourd'hui pouvoir croire. Les mots sont simplement tellement inadéquats qu'il faut déjà, je crois, refuser leur emploi. Maintenant, pour être un tout petit peu plus précis, l'argument qui consiste à dire l'humanité s'en est toujours sortie est extrêmement problématique, et tu le sais bien sûr. Il est problématique d'abord parce que, est-ce que c'est vrai ça? Je me permets quand même de rappeler que depuis la Seconde Guerre mondiale, on estime que le néocolonialisme occidental a vraisemblablement engendré environ 60 millions de morts, c'est-à-dire plus de morts que la guerre elle-même. Donc, est-ce que l'humanité s'en sort vraiment dans ces conditions? Oui, en France, on s'en sort très bien, mais est-ce que globalement l'humanité s'en sort? Vous savez qu'indépendamment de la crise écologique, un enfant meurt de faim toutes les 5 secondes. Est-ce qu'on est vraiment en train de s'en sortir? Bon, ça, c'est quand même une question qui mérite d'être posée. Vous savez que beaucoup de pays pauvres vivent un état de famine ou un état pandémique dû, par exemple, au paludisme, qui est comparable à ce que nous vivons en ce moment avec le Covid-19. L'Occident tremble, et donc le monde tremble. Mais enfin, il faudrait peut-être, quand on parle de l'humanité, qu'on soit précis sur les mots. L'humanité ne s'en sort pas. L'humanité souffre depuis extrêmement longtemps, et l'illusion des quelques pays privilégiés ne doit pas, je crois, être considéré comme un état global de la vie sur Terre, et en particulier de la vie humaine sur Terre. Au-delà de cela, cet argument n'a absolument aucun sens. Écoutez, vous croyez que parce que les dinosaures ont très bien vécu pendant quelques dizaines de millions d'années, il aurait fallu qu'ils concluent que l'arrivée d'un météore n'allait pas les anéantir? Écoutez, la science, ce sont des périodes reproductibles et des périodes d'exceptionnalité. Il se trouve qu'aujourd'hui, les effets à la fois de la pollution, de l'anéantissement des espaces vierges et du réchauffement climatique est littéralement, au sens le plus physique du terme,
une période d'exceptionnalité. Donc, évidemment, la réponse du système sera exceptionnelle. D'accord. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est réellement en train de vivre une forme de fin du monde ou qu'on est vraiment en train de signer une période de suicide collectif? Oui, c'est une bonne question. Moi, je me suis fait parfois railler, j'aime bien d'ailleurs être raillé, je trouve ça reste très, très drôle, pour ces mots de fin du monde. Bon, il se trouve que je n'ai aucune compétence universitaire en écologie, mais j'ai quelques compétences en astrophysique. Et effectivement, je sais bien que même après cette méta-crise, méga-crise, la Terre continuera de tourner autour du Soleil. Donc, en ce sens, certes, le monde va demeurer. Et même à l'échelle de la galaxie, alors là, c'est parfaitement insignifiant. À l'échelle de l'univers ou à l'échelle du multivers, alors c'est d'une insignifiance absolument totale. Mais vous savez, le mot mundus en latin, comme cosmos en grec, ce n'est pas exactement ça dont il est question. C'est l'idée d'une convenance raisonnable, c'est l'idée d'un ordre et c'est l'idée d'un commun. Et donc, c'est au sens le plus étymologiquement précis et littéral qu'il est correct de parler de fin du monde. Parce que, sincèrement, dans une terre dévastée, au sein de laquelle nous avons déjà, donc ça, ce n'est pas une peur de l'avenir, hein, c'est un bilan, nous avons déjà tué en environ 40 ans 60% des vertébrés sauvages. Nous avons déjà tué en quelques années vraisemblablement 60% des insectes. Nous avons déjà tué en quelques siècles ou millénaires environ 60% des arbres. Donc ceci a eu lieu. Parce que pas de l'éviter, c'est du passé, ce n'est pas une projection, c'est un constat. Eh bien, cette accélération de la zoénise, c'est-à-dire de la destruction globale de ce qui relève du vivant, je ne vois pas ce qui pourrait relever de l'acception d'une fin du monde, si ce n'est ce phénomène qui est tout à fait exceptionnel, et je me permets de le signifier avec une petite anecdote de quelques secondes. Projetons-nous dans un futur très lointain. Et imaginons que dans 100 millions d'années, un scorpion géologue cherche des traces de l'humanité. Pourrait-il les trouver? Comme vous le savez, tous nos artefacts, tous nos objets auront disparu, nos livres auront disparu, nos églises auront disparu, nos centrales nucléaires auront disparu. Donc, il ne verra pas ce qui a été construit par l'humanité. Il ne pourra pas non plus voir le pic de CO2 parce que vraisemblablement, il n'y aura plus de glace et donc les carottages ne seront pas possibles. Et pourtant, il y a un moyen par lequel ce scorpion géologue pourra savoir que nous avons existé. C'est en regardant les fossiles. Il observerait une disparition drastique de la vie sur Terre, sans aucune cause météoritique, sans aucune cause géologique. Et ça, je crois qu'en 5 milliards d'années, ce n'est juste jamais arrivé. Alors, excusez-moi, mais si le terme fin du monde peut être employé pour quelque chose, c'est vraiment, littéralement, pour ça. Mais quand on suit vos propos, le mouvement collapsologiste, vous y êtes totalement, du coup. Mais en fait, je ne sais pas vraiment ce que c'est, le mouvement collapsologiste. Je discutais avec Pablo Servigne tout à l'heure, une heure avant de commencer cette conférence, qui est collapsologue. Je crois même que c'est lui qui a créé le mot en français. J'aime beaucoup Pablo, je m'entends très bien avec lui, je le trouve intelligent, sympathique et clairvoyant. Donc, je peux tout à fait me dire proche de ses idées. Mais collapsologiste, comme absolument tous les concepts intéressants, ont été dévoyés par les calomniateurs et c'est aujourd'hui une idée qui est rabattue vers une sorte de pessimisme de gourou apocalyptique qui voudrait laisser entendre que dans quelques années, nous serons tous morts. Et ça, bien sûr, c'est faux. Donc, je crois que la question est de savoir ce qu'on met sous ces mots, en réalité. Si on veut dire que nous sommes au cœur, de façon incontestable, d'une catastrophe globale qui touche un grand nombre d'espèces et l'essentiel des populations, ça, ce n'est pas un avis, c'est un fait. Donc, si c'est ça être collapsologue, on est tous collapsologues, à moins d'être fous. Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est clair, sauf Donald Trump, tout le monde est collapsologue. Et donc, dès qu'on a un cerveau qui fonctionne, on est collapsologue. Si être collapsologue, c'est considérer effectivement qu'on va tous mourir dans 10 ans, alors je ne le suis pas. Je crois que tout dépend où on met le curseur. Mais l'existence d'une catastrophe, et vraiment j'insiste sur ce point, qui n'est pas quelque chose qui s'inscrira dans le futur, mais qui est un processus au sein duquel nous nous trouvons déjà. Et j'ai parlé des animaux, j'ai parlé des plantes, mais on peut même le dire pour les hommes. Je vous rappelle que 800 000 personnes meurent vraisemblablement de la pollution chaque année en Europe. Mais imaginez un instant si le terrorisme faisait le centième de ce nombre de morts. Nous serions en guerre.
serions en état d'alerte maximum. On aurait l'armée qui défile dans la rue et on aurait le couvre-feu, pour d'autres raisons que les raisons sanitaires. Donc, nous sommes inconséquents. Nous ne hiérarchisons pas les maux qui aujourd'hui sont ceux qui nous touchent, et la catastrophe humaine est déjà en marche. Plus de 40 pays sont en situation de stress hydrique, ce qui veut dire que les gens ne peuvent plus boire correctement. L'espérance de vie est déjà en train de baisser dans plusieurs pays riches. On voit des recrudescences de famine, on voit des incendies qui déciment parfois des populations qui sont dans un effet de contre-réaction positive, c'est-à-dire d'emballement. Et si je me permets de faire un peu de projection, ça c'était le bilan, quand l'ONU annonce entre, disons, 200 et 700 millions de réfugiés climatiques à horizon 2050, excusez-moi, mais ça, ce que ça signifie du point de vue géostratégique, c'est la guerre. On est bien d'accord, on ne déplace pas 500 millions de personnes dans la joie et la bonne humeur. Ça n'existe pas dans le vrai monde. Donc, à moins de croire à la pensée magique, au Père Noël et aux bisounours, on est juste en train de choisir aujourd'hui la guerre, pas pour nos petits-enfants, pas pour nos enfants, mais pour nous. Parce que si tout se passe bien, en 2050, vous et moi, on est toujours debout. Je vois, mais du coup, on va peut-être parler de l'inaction en général. Comment ça se fait quand on entend tous ces discours qui sont factuellement appuyés depuis 50 ans, depuis le rapport Meadows? Comment ça se fait qu'on s'interdise en fait d'avoir un avenir, on est trop bête, trop fou, trop égoïste pour le faire? Où est le problème en fait? Ah bah écoutez, si je le savais, j'aurais le prix Nobel d'écologie, qui n'existe pas évidemment, parce que l'écologie, c'est pas très sérieux. Je crois que les processus de résistance sont extrêmement nombreux. Ils ont été identifiés au niveau politique, au niveau économique, au niveau psychologique. C'est très difficile quand même de se projeter dans un ailleurs. L'inertie est un état spontanément confortable. On le voit bien même avec cette pandémie qui nous frappe aujourd'hui. En une semaine, le discours du gouvernement, à la différence des conspirationnistes, je crois honnêtes, je suis tout à fait persuadé que le président de la République n'est pas en train d'essayer de nous tuer. Sur ça, j'ai beaucoup de griefs contre lui, mais pas celui-là. Et on voit bien qu'en une semaine, il a complètement changé. Il était encore question de ne pas envisager le reconfinement. M. Macron ne voulait pas en entendre parler. Bon, les médecins savaient très bien comment allait évoluer la courbe. Une exponentielle, vous savez, c'est un comportement qui est très bien maîtrisé en physique. On savait ce qui allait se passer. Je ne parle pas de 3 mois avant. 3 mois avant, on ne savait pas. Mais 3 semaines avant, ça, on savait. Il n'y avait plus aucun doute. Mais on disait encore que c'était inenvisageable. Et puis, on arrive à 80-90% de tension en réanimation. Et là, les pouvoirs publics sont quand même un peu raisonnables et ils se disent, là, il faut le faire. Mais en fait, on n'a pas été capable de se projeter sur une semaine. Imaginez nous projeter sur 10 ans. Ce sont des échelles de temps qui ne sont pas celles sur lesquelles nous sommes habitués à prendre des décisions. Les pouvoirs publics sont réélus sur des échelles de temps qui ne sont pas celles de la catastrophe climatique. Ça ne peut pas fonctionner. Nous sommes habitués à un processus d'essai-réponse, de récompense ou de châtiment qui fonctionne à des échelles de temps extraordinairement plus brèves. Donc, il va falloir faire preuve d'une maturité sans précédent ou en payer les conséquences. Et nous ne pas dans cette voie. Très clairement, nous ne nous y acheminons pas. Ce qu'il faut bien comprendre et que vos condisciples d'école de commerce comprennent bien, c'est qu'il y a une décorrélation totale entre les mots, les grandes conférences, les accords ratifiés, les déclarations d'intention, les Make the Earth Great Again et les faits. Il n'y a aucun lien, je dis bien aucun lien entre ce qui est dit et ce qui est fait. Donc, n'ayez surtout pas l'impression que les choses sont en bonne voie parce qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, mais sauf épidémie Covid-19, les émissions de CO2 continuent à augmenter chaque année. Donc, alors, certains parlent de transition, moi je parlerai de révolution, parce que ce qui est nécessaire est une révolution, n'a pas du tout commencé. Pourquoi ça n'a pas commencé? Parce que ce qu'il faut faire est gros. Et là, si vous me laissez 30 secondes et je vous rends la parole, parce que c'est pas on a choisi un mode débat, donc il faut que je vous laisse parler, excusez-moi, je suis bavard. Mais pourquoi ça n'a pas commencé? Parce qu'en fait,
il y a deux manières de voir les choses. Si vous raisonnez du point de vue des indicateurs de l'ancien monde, il est vrai que ce qui est nécessaire est immense, immense. Essentiellement, il faudrait que chaque année, nos émissions de CO2 baissent, comme ce fut le cas pendant la crise Covid-19. Mais chaque année, une baisse d'aussi grande importance. Hein. Donc, c'est énorme, en fait, ce qu'il faudrait changer. Donc, vous voyez bien que tous les gadgets là, qui sont inventés, le dernier en date, le plus scandaleux peut-être, c'est la voiture à hydrogène. On nous fait croire qu'on a enfin un moyen de locomotion propre parce que la voiture n'émet que de l'eau. C'est vrai qu'elle n'émet que de l'eau. Sauf que vraisemblablement, même si vous n'êtes pas étudiant ingénieur, vous savez que le dit hydrogène, celui qui est intéressant, n'existe pas à l'état naturel sur Terre. Donc avant de pouvoir le mettre dans la voiture qui n'émet que de l'eau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le fabriquer, il faut faire l'électrolyse, et donc il faut consommer plus d'énergie que l'énergie qui sera ensuite réutilisée par le moteur de la voiture. Donc ces voitures seront des voitures à charbon, si vous êtes dans un pays où l'électricité est à charbon, seront des voitures nucléaires si c'est en France, etc. Donc c'est évidemment une incroyable escroquerie. Bon. Donc il faudra faire beaucoup. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais disais-je, en contrepoint de l'immensité de l'effort, il faut aussi se rendre compte de son caractère dérisoire. Pourquoi? Parce que c'est un effort immense tant que vous raisonnez avec des indicateurs chiffre d'affaires, bénéfices, production, PIB, etc. Maintenant, si on réfléchit de façon un peu sérieuse, c'est-à-dire par rapport à ce qui compte vraiment pour nous, c'est-à-dire vivre sur une terre habitable, c'est-à-dire avoir la possibilité de sortir de chez nous en été, c'est-à-dire avoir la possibilité de manger, de boire, de vivre, d'aimer, de voir ses proches ne pas mourir, alors les efforts qui sont demandés sont totalement dérisoires. Je dirais même que ce ne sont pas des efforts. En réalité, quand vous avez fermé les réseaux sociaux, ce que j'ai fait il y a quelques mois, vous redécouvrez la vraie vie. Quand vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin d'aller passer vos vacances en Nouvelle-Zélande pour découvrir une nature extraordinaire et qu'on a en France une richesse de paysages insoupçonnée avec des espèces que personne ne connaît et qu'aller voir les lions au Zimbabwe alors qu'on n'est pas foutu de reconnaître les 5 espèces d'oiseaux qu'on a autour de nous, en fait, ça relevait quand même un peu de la folie. Et donc, je crois que si on prend les choses par le bon bout de la lorgnette, c'est-à-dire une redéfinition axiologique, un travail sur les valeurs, ce n'est pas du tout un effort en réalité ce qu'il y a à faire. C'est simplement une réorientation vers ce qui a réellement du sens et dont nous nous étions écartés. Du coup, justement, vis-à-vis de cette idée de révolution, donc vous dites même que vous ne voulez pas un nouveau monde, mais vous voulez vraiment la mort d'un monde, entre guillemets. Et moi, ce que je voulais savoir, c'était un petit peu comment est-ce que vous entrevoyez ce nouveau système? Parce que justement, un système qui ne soit pas basé sur des données économiques, mais alors sur quoi est-ce que, enfin, comment est-ce qu'on arriverait à créer de nouvelles valeurs? Et est-ce que, par exemple, vous iriez vers plus de radicalité jusqu'à, par exemple, supprimer totalement la monnaie ou revenir vers des systèmes de troc, etc. Ou vous restez quand même avec des indicateurs qui existent actuellement? Bon, alors d'abord, soyons honnêtes, je ne suis pas du tout compétent pour avoir un avis étayé sur ces sujets qui dépassent largement mon champ de connaissances. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut expérimenter. La seule chose qui est certaine, c'est que l'immobilisme est le pire. Vouloir revenir à l'identique est le pire. On a vu le transport aérien s'effondrer pendant la crise. Il ne faut surtout pas revenir à l'état précédent. Les entreprises aériennes vont être en difficulté. Oui, il faut partager. Il n'y a aucune raison qu'elles soient seules à porter les conséquences de cette évolution. Nous nous sommes collectivement trompés et je crois que l'effort doit être collectivement pris en charge. Il n'y a absolument pas question que certains, pour des raisons essentiellement contingentes, se trouvent les seuls pénalisés par les révolutions en cours. Au-delà de cette anecdote, si on va sur le fond que vous évoquez, écoutez, il faut essayer. Moi, j'ai été scandalisé de voir que dans les quelques zones à défendre, les quelques ZAD, ça s'est souvent terminé par l'envoi de l'armée ou des CRS. Bon, je n'ai pas été sur place. Hein. Peut-être qu'il y avait des problèmes, peut-être que c'était en partie justifié. Je n'en sais rien, je ne me prononce pas sur ce que je ne connais pas. Mais ce que je crois quand même, vu de l'extérieur, donc avec quelques réserves, c'est que ces gens sont des chercheurs, en fait. Ils essayent une autre manière d'habiter l'espace. Je me souviens qu'à Notre-Dame-des-Landes, quand un journaliste a dit à un zadiste « Donc vous défendez la nature », il a répondu « Non, monsieur, je suis la nature ». Je me suis dit quand même, c'est pas mal.
Là, on est face à des gens qui essayent un truc nouveau. Et quand la préfecture leur a dit, donnez-nous vos projets individuels et on va voir qui on régularise plus ou moins et qui on vire, ils ont refusé en disant non parce que nous sommes une économie circulaire et solidaire et si vous enlevez un seul rouage, c'est l'ensemble du cycle qui s'effondre. Et d'un seul coup, ils ont inventé autre chose, c'est-à-dire que c'est le groupe qui fait sens et non plus l'individu. Mais ce n'est pas du tout quelque chose de loufoque, ça. Ce n'est pas du tout une sorte de phobie ou de folie babacool. Quand vous regardez, par exemple, une fourmilière, c'est la fourmilière qui fait sens, ce n'est pas la fourmi. Alors, il ne s'agit pas évidemment de nier la spécificité individuelle, les droits individuels, enfin tous ces acquis auxquels on est tous attachés, et moi le premier. Mais il s'agit de se dire, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres modes d'organisation sociale. L'individu est important, on le sait, il est fondamental. Nous sommes l'égologie, le droit de dire je est fondamental. Mais ce je est tributaire d'un rhizome, comme dirait le philosophe Gilles Deleuze, qui le dépasse. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument expérimenter dans ce rhizome. Je ne sais pas s'il faut revenir au troc, j'en ai aucune idée. Mes compétences économiques ne me permettent pas de le dire. Mais ce que je trouve génial, c'est que vous, étudiants d'HEC, vous êtes dans une situation extraordinaire. Vos prédécesseurs n'avaient qu'à gérer les affaires courantes et faire un peu mieux que la génération d'avant. Vous êtes en demeure de tout réinventer. Ça, c'est votre job, ce n'est pas le mien. C'est à vous d'inventer, non pas sortir de l'économie, hein. Je vous rappelle qu'au sens étymologique, économie ne pose aucun problème. C'est sortir de la financiarisation, la question. Mais là encore, je vais peut-être aller un peu dans votre sens. Faut faire attention quand on désigne un ennemi unique. Dans les milieux d'ultra-gauche en particulier, il y a souvent une velléité à identifier comme cause de tous les problèmes le capitalisme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non pas parce qu'il n'y aurait aucun problème, je pense qu'il y a un problème avec le capitalisme, qui est évident en réalité, parce que le capitalisme contient en lui-même son propre principe d'illimitation. Vous ne pouvez pas, dans une banque, mettre de l'argent de côté sans que cet argent vous rapporte de l'argent. Ce qui, quand on y pense, est complètement délirant, cette idée que le simple fait de posséder de l'argent doit suffire à engendrer de l'argent. André Gorz, l'un des fondateurs de l'écologie politique, avait même identifié ce processus comme probablement la véritable origine du problème. Et bien, dans une banque française, ça n'existe pas, un compte d'épargne. Vous pouvez le garder sur votre compte courant, mais bon, laissez vos économies sur le compte courant, c'est un peu dangereux. Un compte d'épargne qui ne rapporte rien, ça n'existe pas. Ce n'est même pas prévu par notre système. C'est complètement dingue. Donc, ce que je voulais simplement dire, c'est que le capitalisme pose problème, c'est certain, mais ce n'est pas le maître problème. Franchement, les rois de France, en termes de justice sociale, ce n'était pas terrible, hein. Et les Mayas, en termes écologiques, ce n'était pas terrible non plus. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne sont capitalistes. Donc, en fait, le problème auquel on a affaire est encore plus immense que ça. Le capitalisme, je crois que c'est un effet secondaire, c'est un symptôme d'une sorte d'idéologie de prédation qui est encore plus profonde que ça. Et donc, là, pour la question que vous me posez, je ne peux rien faire d'autre que vous la retourner en vous disant ce qui est sûr, c'est que l'état actuel n'est pas tenable pour des raisons physiques. Hein, une croissance exponentielle, ça ne dure pas très longtemps. Dans mon domaine, ça s'appelle une instabilité. Donc une instabilité, par définition, c'est quelque chose qui crache. Et pour des raisons éthiques, parce qu'on voit que la vie est en train de péricliter, et je ne crois pas que le but d'un vivant puisse être de détruire la vie. Sinon, ça relève quand même essentiellement de la folie. Donc il va falloir trouver autre chose. Moi, j'ai quelques idées peut-être au niveau politique, au niveau poétique, au niveau philosophique. Pour ce qui est du niveau économique, je vous le laisse. Merci, ça va nous faire du travail. Mais du coup, justement, pour revenir sur un peu cette idée de justice sociale, etc., et justement, comment réussir, en fait, je me demandais comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait réussir à la fois à prendre en compte des objectifs qui soient écologiques sans pour autant délaisser le côté inégalité sociale et le fait que, certes, le monde ne va pas bien au niveau justement écologique, mais que aussi se centrer uniquement sur la question du réchauffement climatique, ça ne permet pas de forcément résoudre des questions qui sont aussi d'importance, telles que des questions justement d'inégalité dans le monde, d'inégalité pas seulement de revenus, mais d'accès aux ressources
ressources, etc. Et aussi le fait que peut-être que nous, en tant que personnes qui venons de pays développés, d'un monde occidental et de classes plutôt aisées, peut-être que nous-mêmes, on est un peu aussi aveugles sur ces questions. On est là en train de donner un peu des leçons aux autres sans forcément être conscient des véritables impératifs. Est-ce que l'impératif écologique prend vraiment la prépondérance sur d'autres impératifs comme des impératifs sociaux? Comment est-ce que vous voyez la balance entre les deux, en fait? L'écologie et le social? Juste, je me permets d'abord une petite remarque préliminaire. Je crois que dans ce que vous avez dit, il y a eu un glissement qui est tout à fait usuel, hein, bien sûr, mais entre catastrophe écologique et catastrophe climatique. Et juste pour ceux d'entre nous qui sont peut-être pas férus de cette question, ça vaut le coup de s'y attarder 30 secondes. C'est extrêmement problématique de croire que nous faisons face à une difficulté, à une tragédie, qui est purement climatique. Il y a beaucoup aujourd'hui de discours, très peu d'actions, mais beaucoup de discours autour du climat, sauver le climat, comment tenir l'accord de Paris, comment réduire les émissions de CO2. C'est une vision extraordinairement technocratique et absolument fausse. Il faut absolument que les étudiants d'HEC comprennent que quand bien même nous n'émettrions pas un seul gramme de CO2, pas un seul, nous serions quand même dans la 6e extinction massive. Donc, n'ayez surtout pas l'impression que le problème, c'est le réchauffement climatique seul et que la solution, c'est ne plus émettre de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique n'est qu'un petit aspect d'un problème beaucoup plus global qui est l'absence de valeur que nous avons donnée à la vie. Permettez-moi de prendre un exemple trivial sur cette question. Il ne faut pas que je fasse trop de parenthèses dans les parenthèses, après je vais me perdre. Mais puisque vous êtes des économistes, je vais prendre un exemple que donne souvent Jean Covici. Quand vous achetez une sardine, moi je suis végétarien, je n'en achète pas, mais si vous achetez une sardine, vous ne payez pas la sardine. Vous payez le pêcheur et vous payez l'acheminement du pétrole qui a été mis dans le bateau, vous payez le transport de la sardine et vous payez le marchand qui vous la vend. La sardine a quoi comme valeur? Exactement zéro. Exactement zéro. C'est-à-dire que l'économie contractuelle que nous avons échafaudée considère que le capital de départ n'a littéralement aucune valeur. Ce qu'on appelle aujourd'hui croissance, du point de vue économique, est littéralement une folie, parce que nous sommes en train de bousiller notre capital de départ. Donc, si vous habitez dans une extraordinairement belle grotte qui vous permet de vous loger, que vous cassez la grotte pour construire un petit objet, ça, c'est de la croissance du point de vue économique, parce que c'est uniquement ça qui compte. Le capital de départ, on lui a arbitrairement assigné une valeur nulle. Donc ça, ce n'est pas seulement un problème éthique, c'est un problème logique. Ça peut fonctionner dans un monde de taille infinie. Dans un monde de taille finie, c'est nécessairement une faute de calcul. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Je ferme la parenthèse, je reviens à ce qu'on disait juste avant. J'y insiste, le réchauffement climatique n'est qu'un petit problème. Si vous rasez la forêt amazonienne avec des bulldozers qui marchent à l'énergie solaire, vous n'avez pas émis un gramme de CO2, mais vous avez quand même rasé la forêt. Donc la catastrophe est là. Et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, notre colonialisme de l'espace, notre manière d'envahir absolument tout autour de nous, notre manière d'oublier que nous partageons ce petit îlot de paradis quand même, qu'est la Terre, avec 7 millions d'autres espèces et avec d'autres peuples et d'autres cultures humaines qui ne sont pas l'Occident contemporain, fait que nous engendrons un désastre qui préexiste au réchauffement climatique. Ça, c'est très, très important de le voir. Et aujourd'hui, la première cause d'extinction des espèces, je le redis une dernière fois, c'est la disparition des espaces vierges. Dans le tourisme, le plus gros problème, ce n'est pas le CO2 émis par les avions, c'est le tourisme en tant que tel. C'est le fait que pendant l'été, on va coloniser les quelques rares espaces vierges qui cessent donc d'être vierges et qui cessent donc d'être habitables par leurs habitants naturels et initiaux. C'est ça le gros problème. Donc même les avions propres ne sauveront pas le tourisme si l'on veut que la vie perdure sur Terre. Excusez-moi pour cette remarque trop longue, j'en viens à ce que vous disiez. En fait, je comprends même pas vraiment la question, parce que, enfin si, je la comprends et je suis d'accord avec ce que vous sous-entendez, bien sûr, mais je comprends pas qu'on se la pose. Vous dites, mais est-ce que c'est pas un peu notre biais d'habitants de pays riches et privilégiés que de vouloir donner des leçons aux autres? Mais il faut pas donner des leçons aux autres, il faut apprendre des autres. Je suis scandalisé d'entendre aujourd'hui des gens oser déclarer que le problème, c'est la démographie galopante à Kinshasa.
Non mais attendez, si je me focalise un instant sur le seul réchauffement climatique, d'accord, environ 90% du CO2 est émis par les 1% les plus riches. Ce n'est pas Kinshasa le problème, c'est l'Europe, les États-Unis et un peu la Chine, mais n'oublions pas que c'est la Chine au sens où l'Europe a externalisé sa pollution, hein, parce que la Chine pollue beaucoup, mais essentiellement parce qu'elle fabrique les objets pour l'Europe et les États-Unis. Donc c'est une fausse pollution chinoise en fait, c'est simplement parce qu'on fait faire en Chine ce qu'on utilise ici. Bon. Donc ce n'est pas le problème de la démographie galopante en Afrique aujourd'hui qui est prenant, qui est fondamental. Donc finalement, le rapport typiquement aujourd'hui à ces lieux, ça devrait être un rapport d'apprentissage. On devrait au contraire découvrir quelles sont les autres manières d'habiter cette planète et certainement pas donner des leçons. Aujourd'hui, nous avons des leçons à prendre, pas des leçons à donner. Voilà, c'est ça qu'il faut intégrer. Et je n'imagine pas qu'on puisse opposer le geste écologique qui est un geste de survie à la base, hein, donc qui n'est pas écologue aujourd'hui, est un peu terroriste quand même. Alors évidemment, dit comme ça va sonner comme une injonction peut-être un peu autoritaire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Être écologiste aujourd'hui, ça veut simplement dire essayer de faire en sorte que cette planète demeure habitable. Bon, et terrorisme, si je ne m'abuse, ça veut dire un crime majeur, un métacrime, un crime plus grave que les autres. Eh bien, je considère en mon âme et conscience que détruire la vie sur Terre est un métacrime. Et que donc, en effet, ceux qui le revendiquent sont des terroristes. Beaucoup, beaucoup plus dangereux que ceux auxquels on fait justement, évidemment, la guerre. Donc, sur cette question, je ne vois pas d'opposition possible. C'est le même geste, en fait. C'est simplement le geste de survie globale dans une attitude commensaliste. Il est tout à fait évident que dans certains pays où le niveau de vie est extrêmement bas et où les... En fait, voilà, excusez-moi, je vais le dire de façon très brutale. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais alors, je vais le résumer comme ça. On ne peut pas dire l'argent, les moyens matériels, la possession, ça n'a aucune valeur. Si on dit ça, vous avez raison. Ça, c'est un discours de bobo. C'est un discours de quelqu'un qui, chez lui, va rentrer tout à l'heure dans une maison, qui est chauffée, qui va manger à sa faim. Et en effet, ceux qui n'ont rien sont obnubilés à raison, par le manque matériel, de quoi manger, de quoi se chauffer, de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi s'habiller. Donc, il y a une situation d'insuffisance drastique dans laquelle la préoccupation doit être matérielle. Mais au-delà d'un certain seuil, c'est-à-dire dès lors qu'on a passé le vivre élémentaire qui permet de satisfaire à ses besoins sans être obnubilé par eux, alors je crois qu'il faut entamer un processus de dévalorisation du matériel. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous ne pouvez pas vous loger, ça devient votre préoccupation première. Mais dès lors que vous pouvez vous loger, après c'est quoi? Ça sera de passer de votre petit 2 pièces à votre grand 2 pièces, puis à votre 3 pièces, puis à votre 4 pièces. Et si vraiment un jour vous devenez chef d'une grosse entreprise, vous aurez comme tout le monde un 400 mètres carrés avenue Foch. Bon, et c'est là que ça ne va plus. Parce qu'ici, on a renversé la valeur élémentaire, qui était une valeur de nécessité, en une valeur téléologique, c'est-à-dire d'objectif, c'est-à-dire de visée. Et c'est ça, je crois, qu'il faut déconstruire. Mais justement, on a un peu l'impression comment on passe et comment on arrive à faire cette déconstruction. On est en démocratie, en tout cas, on considère qu'on est en démocratie en France. Et pourtant, alors qu'on est un pays éduqué, on est un pays qui a conscience du problème, ça vote de plus en plus écologiste, il y a un changement. Et pourtant, il se passe très peu de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on ne veut pas fondamentalement agir ou est-ce que ce serait par endoctrinement ou alors ça reflète tout simplement notre nature profonde qui refuse de réduire un peu sa consommation? Bon, une fois de plus, hein, je dois confesser mon ignorance d'une réponse très argumentée, mais en tout cas, je n'achète pas la dernière proposition parce que si on fait reporter ça sur notre nature profonde, je crois qu'on oublie le fait que nous ne sommes pas, et je ne parle que des humains là, hein, les seuls habitants de cette planète. Et la vérité historiale est que beaucoup d'autres manières d'habiter ont existé, existent encore, sont aujourd'hui sous-dominantes en termes de rapport de force,
et en termes de puissance, parce qu'en effet, il se trouve que l'Occident a gagné la guerre, en quelque sorte. Mais c'est oublier un peu vite que ce n'est pas la seule manière possible d'être au monde. Donc je ne crois pas du tout que ce soit une sorte qu'il faille recourir à une sorte d'explication darwinienne, c'est au fond de nous. Parce que ça, c'est la porte ouverte à la boîte de Pandore. Si on commence à dire ça, alors on va justifier le meurtre, on va justifier le viol, on va justifier quoi à toutes les pulsions fondamentales, on va dire, oh ben écoutez, ça c'est au fond de nous. Et non, ça ne se passe pas comme ça. Bien sûr qu'il y a un certain nombre de pulsions graves que nous avons décidé de juguler par la mise en commun, par le vivre en commun, par la société, par la loi, par le droit, par l'éthique. Et donc, c'est très tout à fait extraordinaire qu'on décide que le vol, par exemple, quand même souvent assez anodin, soit interdit, mais que la destruction de l'habitabilité de la Terre, elle, soit autorisée. S'il faut choisir ce qu'on interdit, je préfère qu'on interdise de détruire la vie sur Terre plutôt qu'on interdise de me piquer mon téléphone comme quelqu'un l'a fait il y a quelques jours. Bon, j'étais pas ravi, mais enfin, c'est pas très grave, je m'en suis remis. Donc, je trouve que le vol est beaucoup moins grave en réalité que ce qui se passe là. D'ailleurs, ça interroge la question de la violence. Je vais faire exprès d'être un peu provocateur, puisqu'on est entre nous, c'est une conversation privée, je plaisante, mais il faut la poser sérieusement, la question de la violence. On peut tous là, mettre la main sur le cœur et dire « je suis pour la non-violence ». On est tous des gentils, on est tous pour la non-violence, on est tous pour l'amour, on est tous pour le respect. Ok, c'est dit. Très bien. Mais une fois qu'on a dit ces trivialités, de quoi on parle? Ce qui est intéressant, ce n'est pas d'être pour la non-violence. Ce qui est intéressant, c'est de hiérarchiser les régimes de violence. Qu'est-ce qu'on fait quand on a deux régimes de violence concurrents? C'est ça la question. Aujourd'hui, l'état du monde est un régime d'ultra-violence. C'est un fait, ce n'est pas un sentiment, c'est un fait. Jamais dans l'histoire de la vie, de la Terre, il n'y a eu vraisemblablement une extinction aussi rapide. C'est l'ultra-violence par excellence. Alors effectivement, moi, quand on me parle des militants d'Extinction Rébellion qui vont empêcher pendant une demi-heure de consommer dans un centre commercial, j'ai du mal à m'en émouvoir. Ou pour donner un exemple encore plus radical peut-être que celui-là, moi je ne recommande aucune action illégale, j'en ai jamais fait moi-même. Je ne suis pas du tout personnellement impliqué là-dedans. Mais c'est intéressant à titre d'exercice intellectuel de se poser la question, qu'est-ce qui est le plus violent? Est-ce que c'est casser la vitre d'un restaurant de hamburger? Pas de plus, hein, j'incite pas à le faire, mais il y a des gens qui le font. Okay, donc c'est violent, c'est même interdit, c'est illégal, on risque sans doute d'aller en prison. Bon. Donc c'est violent, c'est incontestablement violent. Une barre à mine, vous avez cassé une vitre. C'est violent, incontestablement. Mais maintenant, je compare avec une autre violence qui est parfaitement autorisée. C'est aller y manger en famille. Vous allez y manger en famille, vous faites quoi? Vous cautionnez un système où très souvent, il ne faut pas fustiger les directeurs de restaurants, mais enfin très souvent dans ce type d'enseigne, les salariés ne sont quand même pas exactement bien traités. On cautionne des entreprises qui sont incroyablement émettrices de gaz à effet de serre et qui donc obèrent une vie sans guerre pour les décennies à venir. On cautionne un système ultra spéciste avec des animaux qui ont généralement des vies abominables suivies de conditions d'abattage abominables. On cautionne un type d'alimentation extrêmement gras qui est aujourd'hui vraisemblablement à l'origine d'un grand nombre de maladies cardiovasculaires en Europe et aux États-Unis. Et donc, je repose la question. Qu'est-ce qui est le plus violent, en fait? C'est casser la vitre ou emmener son gamin y manger? Je pense que cette question doit être posée. Il faut qu'on ose aujourd'hui poser les vraies questions de ce qui relève de la délinquance. Voilà. Et la délinquance n'est peut-être pas là où nous pensions qu'elle était. Je n'ai pas vraiment répondu à votre question sur le pourquoi, mais je n'en sais rien. Je constate simplement que le travail le plus fondamental à faire aujourd'hui, c'est simplement le travail de valeur quant à l'objectif à atteindre. Juste ça, l'objectif à atteindre. Je connais des chefs d'entreprise qui sont heureux dans des entreprises qui ne sont pas en croissance de PIB, qui ont limité l'écart de salaire maximum entre la femme ou l'homme de ménage qui nettoie et le PDG à un facteur 3 ou un facteur 4, qui décident de refuser que leurs produits soient mis en vente en grande surface, pour ne pas soutenir quand même un système qui est essentiellement prédateur, et qui, le soir, je n'invente pas là des personnages, je pense à des gens réels que je connais, sont heureux, même si leur entreprise ne croît pas, même si leur entreprise voit peut-être cette année le chiffre d'affaires baisser, tout simplement parce qu'ils ont réalisé quelque chose qui a du sens pour la vie. Et l'idée de mettre la vie au centre de nos préoccupations, mais la vie au sens large, ça inclut la culture, ça inclut le bien-être, ça inclut les loisirs, ça inclut l'amour, évidemment. Je ne parle pas de survie, là, je parle de vie.
c'est-à-dire d'intelligence collective au cœur des enjeux, apparaît effectivement encore comme un peu loufoque. Bon, c'est assez incroyable. Merci. Mais comment on pourrait placer concrètement le curseur, par exemple, sur le boycott de certaines industries, euh, contre cette violence organisée? Par exemple, vous êtes végétarien, mais vous n'êtes pas vegan. Donc, en quelque sorte, vous cautionnez l'industrie laitière ou l'industrie des œufs qui sont loin d'être éthiques. Et donc, comment est-ce que personnellement, vous placez ce curseur de boycott? Ça, je pense que c'est une très bonne question. Et je vous remercie de le souligner. Et en fait, je suis cohérent dans mon incohérence. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, je crois que nous sommes tous quand même, à un certain moment, ou par certains aspects, assez faibles. Voilà. Ça, c'est effectivement probablement vrai dans toutes les cultures humaines. Et c'est précisément la raison pour laquelle on a inventé ce truc absolument fondamental qu'on appelle la loi. La loi, ça veut dire que si tout à l'heure, en rentrant chez toi, je ne sais pas, tu es pris d'une crise de folie et tu as envie d'aller donner des coups de pied au SDF qui est dans la rue, bah, tu ne peux pas. Ou alors, tu vas avoir des problèmes. Et c'est ça, la loi. C'est de dire, bah oui, mais il y a beaucoup de choses que, bon, là, je prends un exemple, fort heureusement, ni toi ni moi n'avons vraisemblablement avoir envie de faire ça. En revanche, si on est en retard et qu'on est au volant d'une voiture de sport, rouler à 200 sur l'autoroute, ça, toi et moi, on le ferait. Moi, je le ferais. Si je suis en retard et qu'il n'y avait pas de limitation et que j'avais une grosse voiture, bah, bien sûr que je roulerais à 200 sur l'autoroute. Et heureusement, le législateur nous dit, tu aimerais le faire, tu as les moyens de le faire, mais tu ne vas pas le faire parce que ça risque de tuer des gens et que le rapport bénéfice-risque est beaucoup trop déficitaire, beaucoup trop négatif pour que ceci soit autorisé. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos faiblesses. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se reposer trop sur l'initiative individuelle, qu'il ne faut pas se reposer trop sur le boycott ou ne pas se reposer trop sur la conscience citoyenne. Parce que ça ne suffit pas. Écoutez, imaginez que demain on dise le meurtre est autorisé, mais quand même on compte sur ce que les gens se comportent bien et qui ne tuent pas. Non, ça ne suffit pas. Il faut interdire le meurtre, il faut interdire le vol, il faut interdire la barbarie, il faut interdire la torture, il faut interdire la calomnie. Oui, on est obligé de l'interdire. Ça ne suffit pas de dire, écoutez, faites au mieux, hein, les garçons. Ça ne suffit pas. Et donc, en effet, s'il advient qu'un certain type d'alimentation, pour reprendre votre exemple, ou d'autres choses, parce que moi-même, je suis loin d'être exemplaire, s'avère, après une réflexion commune, rationnelle, être trop grave, soit pour les animaux, soit pour les hommes, soit pour n'importe quoi d'autre, alors je trouve que c'est notre responsabilité collective de dire on arrête. Alors là, bien sûr, vous savez très bien que immédiatement, il y a le spectre de la dictature verte, des mesures liberticides, du Hitler vert ou du Staline vert, suivant le journaliste d'extrême droite qui va écrire le papier. Bon, c'est ridicule, écoutez. Pourquoi c'est ridicule? Parce qu'en réalité, ces interdictions des comportements trop prédateurs, c'est justement ce qui sauve la liberté. Pourquoi est-ce que tout à l'heure, je vais rentrer chez moi sans avoir la peur au ventre? Parce que les agressions sont interdites. Si on revenait à un temps moyenâgeux, où elles étaient déjà interdites d'ailleurs, mais où les interdictions étaient peu respectées, j'aurais mon couteau sur moi et je tremblerais de peur de marcher dans les petites ruelles sombres de Grenoble. Donc c'est grâce à la loi qui interdit la prédation que je vais trouver la liberté de marcher, bien que ce soit le confinement, mais enfin, de façon relativement sereine en rentrant chez moi tout à l'heure. Donc c'est vraiment, je trouve, un mensonge éhonté que de laisser entendre qu'il y aurait une volonté liberticide. En fait, la question, c'est de sauver les libertés fondamentales. Et pour sauver les libertés fondamentales, je crois qu'il faut interdire ce qui doit l'être. Et après, c'est vrai que c'est un peu... c'est pour ça que l'incitation, ça ne suffit pas. Je veux dire, moi, ça m'énerve quand on dit on va taxer l'avion, par exemple. Non, il ne faut pas taxer l'avion, il faut l'interdire. Au moins à un certain niveau. Parce que si on taxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les plus riches pourront continuer à le prendre comme si de rien n'était et que les plus pauvres ne pourront pas. Moi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui a les moyens peut prendre 10 fois l'avion dans l'année. Ce n'est pas une question de moyens. Ou alors, c'est quelqu'un qui a vraiment un rôle sociétal fondamental, et là, bien sûr, il ou elle peut le faire. Mais pas pour des raisons de moyens, pour des raisons de rôle. C'est comme si on disait, écoutez, bon, vous pouvez faire 2-3 meurtres dans l'année parce que vous êtes riche, donc d'accord, mais on va taxer quand même si vous faites trop de meurtres. Ça n'a pas de sens. Il faut remettre sur la table l'enjeu, je crois, de ce qui se déploie. Quoi, voilà. Et c'est vrai que
je trouve que votre exemple est bon. Moi, je suis tout à fait persuadé que, effectivement, l'industrie du lait a des effets sur les animaux qui sont à peu près aussi délétères que l'industrie de la viande. J'essaye de diminuer, mais il m'arrive encore de manger des produits laitiers. Et voilà. Et effectivement, je ne suis pas donneur de leçons. Et en fait, je pense qu'il faut juste que collectivement, et c'est pour ça que je jette la pierre à personne. En fait, tout à l'heure, dans son introduction, Louis a dit qu'il ne s'agissait pas d'être culpabilisant. Alors, enfin, je ne sais pas comment le dire. Je pense qu'il ne faut pas être culpabilisant à l'échelle individuelle. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'ai des amis qui sont extrêmement sympathiques et qui continuent de commander sur Amazon. On connaît tous des gens sympas qui font des trucs qu'il ne faudrait pas faire, en fait, dont on sait très bien qu'il ne faudrait pas le faire. Donc, il ne faut pas être culpabilisant à l'échelle individuelle, mais en même temps, il faut quand même être culpabilisant à l'échelle collective. C'est-à-dire de se dire, OK, toi, ce que tu fais, je t'en veux pas, tu restes mon pote parce que je t'aime bien, mais quand même, rejoins-moi pour militer et demander au pouvoir public de faire en sorte que ça ne puisse pas continuer. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Et pour rebondir sur notre relation avec les animaux, et notamment le véganisme, est-ce que vous pensez que c'est un idéal à atteindre, justement l'idéal antispéciste, où on considérera un jour est-ce qu'on traitera les animaux, les vaches, les cochons comme des individus? Est-ce que c'est un objectif à inscrire dans la loi dans le futur? Et également, quel est le contrat social à vraiment établir avec les êtres vivants dans le futur? Bah, bon, en fait, ce que j'aimerais simplement, c'est que la question soit posée. N'oublions pas que l'humanité tue environ 1000 milliards d'animaux chaque année, en grande partie des animaux sensibles, donc qui ressentent la mort. Mon fils, qui est en terminale, apprend encore en cours de philosophie que la conscience est le propre de l'homme. C'est complètement débile. Il est tout à fait certain qu'un très grand nombre d'autres espèces animales ont une conscience au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire une conscience du monde, une conscience de soi, une conscience de soi dans le monde. Ça ne fait même plus débat au niveau scientifique, mais on s'est tellement accroché à ce propre de l'homme que nous avons passionnément aimé, que la question n'est pas mise sur la table. Et je me permets d'ailleurs de rappeler que le pire, à mon sens, ce n'est même pas les conditions d'abattage, qui sont souvent effectivement extrêmement scandaleuses. Le pire, c'est en fait l'absence de vie qui précède l'abattage. Beaucoup d'animaux n'ont jamais eu un instant la capacité de réaliser leur être. Et un lapin, le corps d'un lapin, il est fait pour bondir. Bon, essentiellement, tout le corps d'un lapin est fait autour de ce geste-là. La plupart des lapins qui vivent aujourd'hui en France n'ont jamais bondi. Ils sont des clapiers qui sont grands comme leur corps. Ils n'ont pas pu faire une fois dans toute leur non-vie, pourrait-on dire, ce pourquoi leur corps est dessiné. Donc moi, je dirais que c'est un crime contre l'ontologie de la vie, en fait, qui est en train de se déployer en ce moment. Et je dis un dernier chiffre sur cette question. Il faut absolument avoir en tête qu'aujourd'hui sur Terre, l'essentiel de la biomasse des mammifères, c'est de la viande d'abattage. Hein. C'est des vaches et des cochons dans des fermes-usines. Donc quand on montre aux enfants à l'école des livres avec des chevreuils, avec des souris, avec des campagnols, avec des biches, etc., c'est une imposture. Ça ne ressemble plus à ça, la vie sur Terre. 95% de la masse des mammifères sur Terre aujourd'hui, c'est essentiellement des animaux qui ne verront jamais la lumière du soleil, qui n'auront jamais un rapport sexuel, qui n'auront jamais un rapport d'affection ou de sociabilité, et qui sont en train d'attendre le moment où la hache va leur trancher le cou. Donc, on a déjà transformé cette planète en enfer. Bon, tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Moi, je ne peux pas imposer à la totalité de l'humanité mes vues propres, qui sont effectivement assez fondamentalement convaincus que ce n'est pas acceptable. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on en parle. Imaginez que le chef de l'État fasse une conférence de presse ou une intervention au journal de 20 heures de TF1 où il parlerait de cette question pendant 20 minutes. C'est impossible. Tout le monde dirait, mais attendez, il se passe des choses sérieuses dans le monde là. Comment peut-on parler d'un sujet aussi frivole? Et donc, je trouve que la question pour le moment, c'est déjà d'accepter que ce sujet soit discuté. Jusqu'à maintenant, quand on pose la question face à la catastrophe écologique, est-ce qu'on va s'en sortir? Dans l'immense majorité des intellects, le « on » ne réfère qu'à l'humanité. Et on oublie qu'on partage cette planète avec 7 millions d'autres espèces qui, littéralement, passent en dommages collatéraux. Et ça, ce n'est pas une question scientifique. C'est une question éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui compte pour nous? Imaginons, ce qui n'est pas possible en fait, hein, mais imaginons qu'on puisse maintenir l'espérance de vie humaine dans un monde où il n'y a plus d'oiseaux, effectivement, où il n'y a plus de mammifères, où il n'y a plus d'arbres. Est-ce que c'est ce monde-là qu'on veut construire? Ça, ce n'est pas une question scientifique, c'est une question éthique. Mais elle n'est juste pas posée à ce jour. Il y a des petits frémissements quand même, parce que je suis très négatif avec vous ce soir, mais il y a des petits frémissements. Quand il y a eu les incendies en Australie il y a quelques mois, c'est la première fois, je crois,
que les grands médias ont mentionné le nombre d'animaux qui sont morts. Jusqu'à maintenant, quand il y avait des incendies, on parlait des morts humains, des dégâts matériels. Et là, il y a eu quelques articles quand même dans la presse grand public qui ont dit il y a eu, je crois, des milliers de milliards d'animaux morts. Puis après, quelqu'un a dit non, en fait, on s'est un peu trompé, ce n'est pas des milliers de milliards, c'est des milliards de milliards. Donc en fait, on n'a aucune idée. Mais c'est des sommes astronomiques. Et pour la première fois, on s'est dit quand même, ces forêts qui partent en feu, parce qu'évidemment, quand ils meurent brûlés à petit feu, c'est une mort absolument atroce. Et quand même, il y a des humains qui se sont dit peut-être qu'on devrait mentionner ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on en a conscience? On en parle. Pour le moment, on n'en parle même pas, quoi. C'est vrai que ce n'est pas encore une question sérieuse. Au moins, l'écologie, on ne fait rien, mais c'est devenu une question sérieuse. Là, les gens commencent à comprendre, effectivement, les climato-sceptiques aujourd'hui, le vent a tourné, ils ont retourné leur fusil d'épaule, ils arrivent toujours à essayer de prêcher l'immobilisme, mais ils n'osent plus le faire au terme que le réchauffement climatique n'existe pas. En revanche, la question du spécisme n'est pas encore une question sérieuse. Ça va être long, hein, ça va être dur. Juste du coup, une dernière question. En fait, justement, pour reprendre un petit peu ce que vous avez dit sur les médias, etc., vous avez tendance à expliquer, enfin, je vous avais lu et vous aviez dit que les médias reflétaient pardon, la pensée un peu de l'opinion populaire. Et moi, je voulais vous interroger un peu sur le décalage qu'on observe entre des observations scientifiques qui, depuis une cinquantaine d'années, révèlent que justement, il y a un problème au niveau donc réchauffement climatique et destruction de la biodiversité et que la planète va mal. Et pourtant, au niveau collectif, on met énormément de temps à avoir une prise de conscience et encore plus de temps à agir. Et comment est-ce que vous entrevoyez justement de réduire ce décalage uniquement par la loi ou est-ce que vous pensez qu'il y aurait d'autres moyens pour faire en sorte que la prise de conscience mène à une action collective et qu'on supprime ce décalage entre l'opinion publique et la prise de conscience scientifique qui, elle, est beaucoup plus ancienne? Oui, je suis désolé, je suis très chiant. Comme à chaque fois, je me permets d'avoir une remarque sur la question, la réponse, mais c'est très pertinent. Vous avez mentionné, là encore, ou tu as mentionné, le réchauffement climatique et la chute de biodiversité, ce qui est effectivement exactement ce qu'il faut faire. Mais quand même, je reviens un instant sur ce mot. Il est un peu terrible quand même, ce mot biodiversité, pour parler de la vie, en fait, tout simplement, et des vivants. Parce que biodiversité, en fait, ce que ça sous-entend, c'est bon quand même, c'est chouette quand on va en forêt, qu'on puisse voir différentes espèces d'oiseaux. Mais en fait, imaginez qu'on divise par 10 les populations de chacune des espèces vivantes. La biodiversité ne change pas, puisqu'on a toujours autant d'espèces. Imaginez qu'on divise par 100, imaginez qu'on divise par 1000 le nombre d'individus de chacune des espèces. La biodiversité ne change pas, puisqu'on a toujours le même nombre d'espèces. Et en fait, ce que souligne ce terme de biodiversité, c'est que nous avons réifié, chosifié les autres vivants. Parce que tout ce qui compte pour nous aujourd'hui, et encore quand ça compte, parce que souvent ça ne compte pas du tout, mais dans le meilleur des cas, quand ça compte, c'est que l'espèce soit sauve. Mais bien souvent, en fait, on fait face aujourd'hui à des effondrements de population qui sont déjà considérables, mais qui ne nous inquiètent pas tant que l'espèce n'est pas menacée. Et ça, c'est terrible, parce que si on le transpose dirais-je, dans une sorte de fiction éthique à l'humanité, c'est exactement comme si on disait, imaginez qu'aujourd'hui 5 milliards d'hommes et de femmes meurent, l'espèce humaine ne serait pas menacée, donc ça n'aurait aucune importance. Et personne, évidemment, je crois, n'oserait défendre ça. Donc ça montre bien cette différence de traitement en fait, auquel on soumet les autres vivants, qui ne nous intéresse qu'en tant que spécimen représentant d'une espèce et non pas en tant qu'individu. Ce qui est tout à fait étrange, parce que ce sont les individus qui souffrent, en fait. Ce ne sont pas les espèces qui ont mal et qui ressentent dans leur corps les stigmates de la catastrophe. Maintenant, pour en venir au cœur de ce que vous évoquez, en fait, oui, non seulement le décalage est grand, comme vous le disiez, mais je dirais même que le décalage est infini, en fait, puisque sauf crise Covid-19, chaque année est pire que la précédente. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y a une sorte de décalage ou de retard ou d'inertie entre le constat et l'action, c'est juste qu'il n'y a pas d'action. En fait. Il n'y a juste pas du tout d'action. Il n'y a aucune action. Aucune action digne de ce nom n'a même commencé. Je crois qu'on a inventé beaucoup d'intermédiaires, c'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même caché
de façon assez ingénieuse les conséquences de ce qu'on fait. Puisque vous parlez des animaux tout à l'heure, j'ai été très choqué récemment parce que j'ai vu qu'il y a eu un petit buzz médiatique parce que une chaîne de supermarchés a mis en vente des animaux, du gibier, qui étaient entiers avec leurs poils, etc., et qui étaient vendus morts, évidemment, mais sous plastique. Et beaucoup de gens ont été complètement choqués de ça. Mais ce n'est pas ça qui est choquant. En fait, ce qui a choqué les gens, ce n'était pas qu'on vende des animaux morts. Ce qui a choqué les gens, c'est que d'un seul coup, on voit que la viande, c'était des animaux morts. Et en fait, ce qu'ont demandé les associations, c'est pas du tout qu'on arrête de vendre des animaux morts. C'est simplement que les animaux soient dépecés et coupés en rondelles et que donc on puisse enfin les acheter en famille sans que les enfants se rendent compte qu'en fait, on mange des êtres vivants. C'est complètement dingue, en fait, ce processus de mise à l'abri du regard. Typiquement, L214 essaye de montrer des images et la réaction des pouvoirs publics, généralement, ce n'est pas de mettre fin à ce qui engendre les images choquantes, c'est de faire en sorte que les images ne puissent plus être vues, ce qui est quand même incroyable. Donc, pour en revenir à la question écologique, moi, je crois simplement qu'il va falloir maintenant qu'on mette les pouvoirs publics devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que je me souviens que j'avais discuté avec l'assistante, je crois, de Bourdin, là, qui faisait à l'époque une émission, enfin, je ne regarde jamais la télé, c'est sur quoi? Sur RMC, non? Non, RMC, c'est une BFM. radio. Ah oui, voilà, BFM. BFM. Et donc, je lui disais que le vrai problème, c'est que quand ils ont interviewé pendant, je crois, 4 heures avec Plenel, pourtant Plenel, il est pas mal sur d'autres sujets, mais le président de la République, ils n'ont pas pensé à lui parler de la fin du monde. Ils n'ont pas pensé à lui parler des vraies questions. Et donc, il va falloir harceler les pouvoirs publics et les mettre systématiquement face à leurs responsabilités. Ça ne suffit plus de jurer la main sur le cœur qu'on veut sauver la planète et qu'on veut gagner des titres de champion du monde. Écoutez, je vais même vous dire un truc ultra provocateur, ultra provocateur. Je pense que Trump en a fait plus que les autres. Et pourtant, Dieu sait que maintenant que je regarde ses tweets, depuis qu'il a perdu l'élection, je regarde ses tweets. Et je me rends compte, en fait, que ce type n'est pas simplement un peu con et un peu misogyne et un peu macho et un peu climato-sceptique. Je me rends compte qu'il est totalement fou, en fait. Donc, je suis un peu flippé là, de ce qu'il va pouvoir faire pendant un mois, parce que ça fait là 15 jours que je m'amuse à lire ses tweets, et je me rends compte vraiment qu'on a confié quand même le feu nucléaire à un déficient mental qui est vraiment un pervers narcissique à un niveau, enfin le mot est à la mode, et moi je l'emploie jamais, mais là c'est vraiment un niveau pathologique, quoi. Bon. Et pourtant, malgré la détestation profonde que j'ai pour ce type et pour tout ce qu'il représente, d'abord en termes de frappe militaire, il en a fait beaucoup moins qu'Obama, pour de mauvaises raisons. Il ne l'a pas fait pour le vivre en commun, il l'a fait pour l'hégémonie américaine. Mais il n'empêche qu'il l'a quand même fait de beaucoup moins frapper à l'extérieur. Et au niveau écologique, malgré son inintérêt pour le sujet, le simple fait que les relations avec la Chine se soient un peu tendues ont vraisemblablement fait baisser la croissance mondiale de 0,2 à 0,3 points. Et ça a l'effet écologique le plus important que vous puissiez faire à l'échelle mondiale. Tout le reste de greenwashing et de passage aux bagnoles à hydrogène ou électriques est dérisoire par rapport à ce petit coup de frein qu'indûment Trump a mis sur l'économie mondiale. Donc, ce que je veux dire avec cet exemple-là, c'est qu'il va commencer à falloir être sérieux. Il ne suffit pas d'être très éduqué, très charmant et très séducteur comme Barack Obama, qui effectivement est touché par la grâce, quoi. Vous le voyez danser, il est beau, vous le voyez jouer au basket, il met un panier à 3 points, enfin, tout lui sourit à cet homme-là. Moi, je l'adore, j'ai envie de prendre un café avec lui, mais il n'empêche qu'il n'a rien fait. Et notre président est aussi quelqu'un de très éduqué, sans doute un peu moins bon au basket et en danse qu'Obama, mais enfin, il a sans doute des qualités et il n'a rien fait. Et donc, il ne faut surtout pas croire que le problème, c'est les Trump et les Bolsonaro. D'accord ? Dieu sait que je n'ai pas beaucoup de goût pour les fascistes, mais face à cette catastrophe, personne ne fait rien. Donc, je crois qu'il va falloir effectivement que nous les harcelions de ce point de vue-là, et surtout, et je me tais parce que je dépasse, excusez-moi, il va falloir qu'on fractalise l'action.
Donc, fractaliser l'action, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne choisisse pas un ordre. Choisir un ordre, ça voudrait dire, écoutez, il faut que ça vienne d'en haut et puis que ça irrigue comme ça, que ça ruisselle jusqu'au peuple. Il faut que ça vienne du peuple et que ça remonte. Ou alors, il faut que ça vienne de l'économie, il faut que ça vienne du politique, il faut que ça vienne du poétique, il faut que ça vienne de l'économique. Non, en fait, il faut que ça vienne de partout en même temps. Si ce n'est pas une sorte vous savez, un fractal en physique, ça veut dire invariant d'échelle. Il faut que ça ait lieu à toutes les échelles en même temps. Donc, je crois que ça, c'est un peu notre responsabilité. Voilà. C'est-à-dire que moi, je peux, dans mon métier, je crois que je n'ai pas le droit de dire ça publiquement, mais tant pis, je vais le faire. Je fais partie du comité national du CNRS, j'évalue la carrière de mes collègues, je fais le recrutement de mes collègues en physique théorique. Quelqu'un, je ne vais évidemment pas dire son nom, a écrit dans un dossier que j'évaluais hier qu'il n'avait aucune conférence depuis 2 ans parce que pour des raisons environnementales, il refusait maintenant de faire 12 000 km en avion pour aller parler un quart d'heure devant ses pairs et avoir l'air comme ça un peu brillant. Je trouve ça remarquable et j'ai mis une excellente évaluation à son dossier. Pas pour ça, parce que le dossier était bon par ailleurs, mais je veux dire, je ne l'ai pas sanctionné pour son absence de conférence. Et ça, on peut le faire à notre échelle. Je n'ai pas besoin que M. Macron me donne la permission pour faire ça. Et vous, à votre échelle, vous serez bientôt en situation de décision. Demandez-vous, parce que je discutais hier ou avant-hier avec les gens du MEDEF. Là. C'est très compliqué en tant que chef d'entreprise, que vous allez sans doute très vite devenir, ou en tous les cas dirigeant d'entreprise. C'est très difficile de changer les habitudes de consommation. Ça, c'est très difficile, parce que vous aurez des concurrents qui, eux, ne le feront pas. Et donc, dans un système capitaliste, c'est très dur de changer le monde tout seul quand les autres ne jouent pas le jeu. En revanche, vous aurez la main sur ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que les profils de gens que vous allez recruter, est-ce que vous allez faire effectivement de l'entre-choix et vous allez prendre que des anciens d'HEC que vous allez pêcher dans l'annuaire et qui auront été essentiellement formatés à des idées qui sont, bien sûr, avec toute une diversité d'humains, mais enfin quand même un peu celles qu'on connaît, ou est-ce que vous allez favoriser des profils différents, qui vous allez promouvoir, quel type d'organisation sociale vous allez mettre en avant, c'est-à-dire valoriser, ça dépend que de vous. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions qu'on a récupérées sur le chat du Zoom. Donc, une question de Léopold Revers. Bonjour, Monsieur Barrot. Dans votre livre, vous proposez un certain nombre de mesures faciles à mettre en place qui enverraient un message puissant à l'ensemble de la société, comme supprimer la viande des cantines scolaires, par exemple. Selon vous, quels sont les freins à la mise en place de telles mesures? Comment le gouvernement peut-il balayer si aisément, en toute impunité, pratiquement l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat? Et si vous deviez mettre en place demain quelques mesures simples pour initier des transformations sociétales, lesquelles choisiriez-vous? Oui, alors l'exemple de la Convention pour le climat, la Convention citoyenne, est très intéressant. D'abord parce que je trouve que l'idée était bonne quand même. Parce que des citoyens tirés au sort, qui ne font pas carrière en politique et qui sont formés par des experts, c'est une assez bonne idée, je trouve. C'est une assez bonne idée parce que du coup, eux ne cherchent pas à être élus ni réélus. Et donc, ils peuvent se permettre de suggérer ce qui est réellement bon pour la société, indépendamment des effets électoralistes potentiellement dommageables que cela induirait pour leur personne. Donc, c'est pas mal en termes de modèle politique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que des gens tirés au sort, parmi lesquels se trouvaient d'ailleurs plusieurs climato-sceptiques au départ, ont fini en réalité par se rendre très vite compte, après avoir interviewé des experts de tous bords, que le problème était immense, réel et prioritaire. Mais la Convention citoyenne a fait ce choix, me semble-t-il. J'ai discuté avec eux, pas avec tous, donc je me trompe peut-être, mais je crois qu'ils ont fait le choix suivant, qui était de se brider. Il m'a semblé qu'ils ont réfléchi à un moment à la question de savoir, ils envisageaient de proposer que sortir du désir de croissance économique devienne une priorité. Et en fait, ils se sont dit, ça, on ne va pas le mettre parce que c'est le plus important, mais c'est tellement gros que ça ne sera pas accepté. Donc, pour que nos propositions soient acceptables, on va se brider et on va faire des propositions beaucoup moins ambitieuses et on va retirer en fait le truc majeur qui est de dire que l'augmentation perpétuelle de production de biens matériels ne peut pas rationnellement, c'est une évidence, un enfant de 5 ans le sait, mais enfin, ils n'ont pas voulu le dire parce qu'ils savaient que de toute façon, le chef de l'État ne prendrait pas sur lui de décider de sortir d'un modèle de croissance. Et bien qu'il se soit censuré en retirant la mesure importante, vous avez raison, ce qui reste, et qui est quand même déjà un peu du pipi de chat, est pourtant en grande partie balayé d'un revers de la main. Donc on est vraiment à un niveau où, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas commencé, on n'a tout simplement pas commencé. Alors pour ce qui est des petites mesures à mettre en œuvre, je ne vais pas répondre.
parce qu'on les connaît tous, en fait. On sait très bien, voilà, très bien la viande, l'avion, la voiture, enfin, je ne veux même pas le dire, voilà, parce que chacun ayant réfléchi 30 secondes au sujet sait très bien là où il peut diviser par 2, par 3, par 4 ses émissions de CO2 ou ses activités de prédation avec essentiellement en fait aucune perte de confort. Donc c'est très facile. Ce que je veux simplement dire, c'est que pour moi le petit geste le plus fondamental, c'est en fait aujourd'hui de tout remettre en cause. Tout remettre en cause. Ça ne veut pas dire tout balayer d'un revers de la main, parce que dans ce qu'on a construit, il y a des choses très bien qu'on va garder, mais qu'on s'autorise à tout questionner. Je suis désolé, je suis trop long, mais juste un exemple pour être clair sur ce sujet. Regardez le reconfinement. En fait, pourquoi on a tardé? Pour une raison très compréhensible, qui était de se dire, mais en fait, si on reconfine, il y a plein de professions comme les restaurateurs, les directeurs de bars, les arts du spectacle, etc., qui vont se trouver en situation de chômage et qui vont donc mettre la clé sous la porte et qui vont être vraiment en péril. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauve la santé des gens en reconfinant, ou est-ce qu'on sauve la vie de ces entreprises en ne reconfinant pas? Et c'est un dilemme, et je comprends très bien ce qui se passe dans la tête de l'exécutif. Comment se fait-il que personne n'ait envisagé une seconde de se dire, oui, on reconfine plus tôt pour éviter des dizaines de milliers de morts, et on partage un peu les ressources de façon que ceux qui effectivement vont mettre la clé sous la porte s'ils ne sont pas aidés, soient sous perfusion de ceux qui, comme moi, en tant que fonctionnaires, continuent à recevoir 100% de leur salaire. C'est quand même la solution évidente. Elle n'a même pas été envisagée pour des raisons idéologiques. Parce que partage, je ne sais pas, c'est Staline, c'est complètement ridicule. Et donc, on n'a pas posé les vraies questions. Donc, pour moi, le petit geste fondamental du point de vue écologique, comme du point de vue social, comme du point de vue politique et économique, c'est simplement aujourd'hui de se rendre compte de tout ce qu'on a construit et qu'on a intégré comme étant une sorte de données naturelles. Et pas du tout. Hier, les gens du MEDEF m'ont parlé des réalités économiques. Je leur ai répondu, il n'y a pas de réalité économique. Ça n'existe pas. Il y a des conventions économiques. Les réalités, elles sont médicales, elles sont géologiques, elles sont climatiques, elles ne sont pas économiques. Et les conventions, on peut les déconstruire. C'est très facile. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. On a une autre question de la part d'Emma Rouvière. Vous parlez du rôle à jouer des institutions et des lois. Pensez-vous réellement qu'on peut compter sur elles, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts? La repousse de l'interdiction du glyphosate par Macron au début de son mandat, poids fort pourtant de son programme de campagne, en est un fâcheux exemple, car il y a toujours l'excuse du coût de la reconversion, mais quand on voit les moyens débloqués, par exemple pour le vaccin, on sait que c'est possible et ça n'est pas fait. Donc, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à nos institutions, à nos lois pour lutter justement contre ce bouleversement climatique? Oui, c'est marrant ça. Le coût de la reconversion, c'est un petit côté, vous savez, comme si on était en pleine guerre mondiale, pleine Seconde Guerre mondiale, et puis on se dit, ah bah quand même, quoi, l'industrie de l'armement, elle a bien besoin que la guerre continue, parce que sinon, l'industrie de l'armement va péricliter, donc on va continuer à s'envoyer des boulets dans la gueule pendant 50 ans. C'est quand même un raisonnement qui est assez délirant quand on y pense. Bon, je ne sais pas répondre à cette question. Voilà. Moi, je ne suis pas au courant des structures de lobby, des luttes d'influence, de tout ce qui se passe en sous-main. Je ne suis pas conspirationniste non plus, donc je ne veux pas inventer des complots qui peut-être existent, qui peut-être n'existent pas. Je n'ai simplement pas de connaissances réelles sur ces choses. J'ai discuté avec beaucoup d'hommes et de femmes politiques et beaucoup de chefs d'entreprise et beaucoup de directeurs de banques. J'ai vu des gens parfois totalement à côté de la plaque et parfois très sincères et très conscients de ce qu'il faudrait faire, parfois même assez révolutionnaires d'ailleurs. Je ne citerai pas les noms, mais il y a des chefs d'entreprise qui m'ont dit, écoutez, je crois qu'il faut prendre les armes, d'entreprises très connues. Ils ne l'ont pas fait, mais j'ai vu des réactions étonnantes. Voilà. Il y a un problème de citoyenneté, mais il n'y a pas qu'un problème de citoyenneté. Ça, c'est aussi une lubie parfois de se dire si le pouvoir était rendu aux citoyens, tout irait bien. Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai du tout. En fait, la démagogie et le populisme, ça existe. Et il ne faut surtout pas piloter au référendum et rendre en permanence le pouvoir aux citoyens. Je suis désolé, moi, bon, je suis quelqu'un politiquement de gauche. Bon, vous l'avez sans doute compris. Si on fait des sondages, dès qu'un réfugié syrien va faire un vol ou un viol ou un meurtre, et ça arrivera parce que c'est des gens, vous faites un sondage le lendemain, vous faites un référendum le lendemain, la réponse sera on les met tous dehors. Donc, heureusement qu'on ne pilote pas comme ça l'opinion publique en permanence. L'opinion publique est rarement généreuse.
je suis désolé de le dire, c'est la vérité. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut un leader autoritaire qui n'écoute pas le peuple, bien sûr que non, mais il faut quand même qu'on temporise un peu. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'il y ait des couches d'experts, il faut qu'il y ait des couches de délai, il faut qu'il y ait des couches d'information, il faut qu'il y ait des couches de réflexion, et c'est très important ça, parce que sinon, je vous assure, ce qui est très marrant, c'est que c'est souvent les milieux d'extrême gauche qui sont favorables à ça. Ils ne se rendent pas compte que si on faisait ça en France, ça prend une politique d'extrême droite en réalité. Et donc, ce n'est pas du tout aussi simple que ça. Donc, la question démocratique, là encore, elle me dépasse. Donc, je suis désolé, je ne peux pas donner de réponse très, très argumentée. Seulement, ce qui est sûr, c'est que nous avons aussi notre part de responsabilité. On ne peut pas tout faire reposer sur les épaules des médias et des hommes politiques. Je suis désolé, M. Macron n'avait pas un programme écologiste révolutionnaire. Donc, je ne suis pas étonné qu'il ne mène pas un programme écologiste révolutionnaire. Si on vote pour des gens qui essentiellement nous disent, même si c'est dans un livre qui s'appelle Révolution, qui font très exactement le contraire de la révolution, comment peut-on s'étonner de leur immobilisme? Enfin, il y a une sorte de cohérence quand même dans tout ça. Donc, il y a sans doute une responsabilité des pouvoirs publics, mais il y a aussi notre responsabilité de ce que nous choisissons comme représentants publics. Merci beaucoup. Encore une question de Brian Maya. Votre exemple de la sardine m'a rappelé l'argument souvent évoqué par Jean-Marc Jancovici lors de ses conférences. Notre système économique est basé sur le fait que les ressources naturelles sont considérées comme inépuisables et gratuites. C'était en faisant référence à Jean-Baptiste Say. Et donc la question est comment remédier à cela? Oui, c'est exactement ça, effectivement. Il y a deux points chez Jancovici qui sont très importants. Il y a ça, et il y a un autre point qu'il martèle et qu'il a raison de marteler. C'est que, de toute façon, pour ceux qui sont phobiques de la décroissance, alors déjà, là encore, excusez-moi, mais je ne peux pas m'empêcher, un point de vocabulaire. Je refuse drastiquement que le mot croissance ne soit confisqué et réfère exclusivement à la croissance de biens matériels. En fait, ce qu'on appelle croissance, il faudrait appeler ça le taux de prédation suicidaire. Et on l'annoncerait peut-être avec un peu moins de sourire dans les médias. Bon. Mais à cette réserve sémantique près, ce que rappelle Janco, c'est qu'en fait, la décroissance, enfin, il ne le dit pas comme ça, donc je vais le dire à ma façon à moi, mais à partir de ses leçons à lui, soit la décroissance, on comprend qu'elle est souhaitable en termes matériels, non pas pour revenir à l'âge de pierre, non pas pour faire preuve d'un ascétisme tendanciel idéologique, mais tout simplement pour réhabiliter les relations de commensabilité qui existent sur cette planète. On la prépare, on la désire, on l'accompagne d'une redistribution et ça peut se passer pour le meilleur de tous les côtés, au niveau social, au niveau écologique, au niveau politique et au niveau poétique. Soit on s'accroche à notre modèle actuel. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'elle va quand même arriver, la décroissance. Parce que, comme le rappelle effectivement Janco, on a une quantité finie d'hydrocarbures. Et dans un monde aux ressources finies, de toute façon, on passe par un maximum et ensuite, ça recommence à décroître. Et donc, on va se prendre la décroissance quand même, mais on va se la prendre trop tard au niveau écologique, parce qu'on aura sucé le pétrole jusqu'à la dernière goutte et on sera à plus 5, 6, 7 degrés de réchauffement climatique. Et on va se la prendre de façon très violente au niveau social, parce qu'on sait effectivement que ce sont dans les périodes de récession qu'ont lieu typiquement les régimes génocidaires, autoritaires et tout ce genre de choses pas extrêmement désirables. Voilà. Donc, je ne me souviens plus ce qu'était la question, oui, voilà, mais effectivement, ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve. C'est une question sur les ressources et notre... Ah oui, voilà. Juste, voilà, la question était sur la limite des ressources. Non, mais c'est vous les économistes, donc moi je ne vais pas vous apprendre votre métier. La seule chose que je veux rappeler à nous tous et à vous en particulier, c'est que dans un système de valeurs et dans un système sémantique et discursif, il y a des taux de convention qui sont variables. Voilà. En astrophysique, les conventions sont quand même assez faibles. C'est-à-dire que la température de surface du Soleil, quelle que soit la manière de prendre les choses, elle est ce qu'elle est quand même. On ne peut pas y changer grand-chose. En revanche,
ce qui a une valeur économique, ça, c'est entièrement quelque chose de contractuel. Donc, si vous me demandez comment concrètement changer, j'en ai pas la moindre idée. Je ne connais pas les rouages, moi, du monde de l'économie, que vous connaissez mieux que moi. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est possible. Et que ce qui est absolument certain, mais alors là, je mets ma tête à couper, c'est que dans 30 ans, quand vraiment on sera au cœur d'une catastrophe qu'on ressent même dans les pays riches, on se dira, mais comment est-ce qu'on a pu être assez frivole, parce que c'est de frivolité qu'il s'agit, pour croire que c'était plus important de continuer à jouer un jeu auquel on était sûr de perdre que de tenter d'endiguer une catastrophe qui, elle, n'est pas conventionnelle, mais est matérielle. Pour le dire simplement, dans un jeu où on ne peut pas gagner, la question, ce n'est pas de faire un bon coup, c'est de changer les règles. Justement, on a une question un peu sur ça. Est-ce que ne sommes-nous pas aliénés par notre modèle de consommation au point où cela devient trop dur psychologiquement pour l'homme de changer, de rester dans cette frivolité? Sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Et ça se voit absolument à toutes les échelles. Mais ce que je veux simplement dire sur ce point, c'est qu'on ne peut pas, je crois, en rester à l'initiative individuelle. Parce que quand on fait face à un problème systémique, il faut quand même une réponse systémique, qui elle-même ne peut être engendrée que par l'initiative individuelle. Ce que je veux dire, donc pour être clair et pas trop théorique, c'est que bien sûr, il faut que nous décidions individuellement de changer nos modes de consommation. Mais qu'on ne peut pas dire les règles du jeu restent les mêmes et on va simplement changer les comportements. Ça ne marche jamais. En théorie politique, c'est bien connu, il y a énormément d'exemples, c'est très documenté, c'est très étudié. Vous n'avez jamais de révolution si le système n'est pas empêché de fonctionner. Mais pour que le système soit empêché de fonctionner, il faut déjà qu'il y ait un désir de l'empêcher de fonctionner. Donc oui, effectivement, il y a, je dirais, une impulse à donner par l'évolution individuelle, mais ça ne peut pas en rester à l'évolution individuelle. Et j'insiste une dernière fois sur ce point, n'imaginez surtout pas que ça veut dire que tout va être interdit et qu'on va se retrouver dans l'URSS de Staline. Enfin, oui, ça pourrait arriver. Alors si c'est ça, c'est une catastrophe, on est tous d'accord. Ce n'est pas ça dont il est question. Il est question précisément d'interdire non pas les libertés, mais d'interdire ce qui aujourd'hui est en train d'obérer les libertés pour les sauver. C'est ça vraiment, je crois qu'il faut, c'est ce sur quoi il faut insister. Pour le dire de façon archétypale, je ne sais pas, je donne l'exemple qui me passe à travers la tête. Mes enfants connaissent par cœur le bruit des notifications Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, mais ils ne connaissent pas les 4 chants d'oiseaux qu'on peut encore entendre en ville. Et donc, la question est-ce un progrès, ça? Est-ce un progrès? Est-ce qu'on considère que l'humanité s'est élevée dans le savoir et dans la jouissance en sachant reconnaître les notifications Snap et Insta et en ne sachant pas distinguer un rossignol d'un rouge-gorge? C'est ça la question à se poser. Et si on inverse cette tendance, est-ce qu'on serait vraiment en décroissance? Peut-être pas. Merci. Peut-être une dernière question. D'après vous, a-t-on le temps de laisser les personnes prendre conscience des enjeux climatique et de se mettre en marche petit à petit, ou faut-il imposer, peut-être de manière autoritaire, des mesures pour tout de suite ralentir et repousser la catastrophe? Je ne sais pas. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, j'ai discuté avec des gens du milieu associatif qui m'ont dit bon, comme ça, le travail au niveau local avec les gens, et puis on se met au courant, on fait s'ouvrir les consciences, et puis ça va remonter. Ça ne marche pas. Il faut que ça vienne d'en haut. Et puis j'ai discuté avec d'anciens ministres, dont je tairai le nom, qui m'ont dit, vous savez, l'idée comme ça, que ça vient d'en haut et que ça redescend ensuite sur les gens, ça ne marche pas. Il faut que ça vienne d'en bas. En fait, la conclusion de ça, c'est que quoi qu'on essaye, ça ne marche pas, en fait. Donc, je crois qu'on n'a aucun autre choix que de faire tout en même temps. Alors, quand on dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Parce que c'était un peu ça la question, tout dépend de quoi on parle. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'essentiel des êtres vivants qui vivent sur cette planète sont déjà morts à cause de nous. Donc ça, c'est trop tard, hein, ils ne vont pas revivre. Les vivants sont morts, ça y est, c'est fait, c'est derrière, c'est fini, c'est foutu. Mais si on veut dire, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour que l'espèce humaine perdure? Bien sûr que non. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour qu'une partie de ce qui existe encore soit sauvée? Bien sûr que non. Comment est-ce qu'il faut le faire? Par une lente pédagogie ou par une certaine forme d'autoritarisme politique? Je n'en ai aucune idée. Jusqu'à maintenant, la seule chose qui est certaine, c'est que tout ce qui a été essayé échoue. Donc moi, je n'ai qu'une chose à dire, c'est essayons tous azimuts. Soyons des zadistes diffractés
Essayons tous azimuts, même si c'est un peu hors des sentiers battus, même si c'est un peu en marge du licite, ça n'a aucune importance. L'enjeu le mérite. De toute façon, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais il faut être un peu audacieux, hein, parce qu'il y a une chose qui est connue, c'est que si on n'est pas audacieux, ça ne marche pas. Donc, il faut essayer. Écoutez, chacun ses armes. Moi, je connais des gens qui vont faire des choses un peu musclées. Moi, ce n'est pas mon terrain d'action, ce n'est pas ce que je sais faire, ce n'est pas ce que j'aime faire. Je préfère discuter avec vous, mais chacun doit le faire, je crois, suivant ses compétences, quoi. Petite question un petit peu, est-ce qu'il vous reste un petit peu de temps ou parce qu'on a Oui, encore quelques questions? oui, pas de problème. On en profite alors. Donc, on a une autre question de Maxime, cette fois. Dans votre livre, vous expliquez que l'on valorise encore trop aujourd'hui des actes de consommation prédateurs et néfastes pour l'environnement, comme partir en vacances, vous en avez parlé, à l'autre bout du monde, alors qu'il faudrait au contraire que ces actions deviennent ringardes aux yeux de tous. Comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour ringardiser ces comportements? Ben oui, mais alors ça, justement, je crois que ça, c'est un des rares exemples de choses qu'on peut faire sans avoir besoin du politique. Parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres capables de donner de l'amour, de l'amitié, ou au contraire de la haine, de la colère et de l'inimitié. Et en fait, je crois que ça a un effet énorme et que ça ne dépend que de nous. Parce que là, vous vous posez la question au sens comment expliquer aux autres. Mais bon, ça c'est secondaire, mais on peut déjà le faire soi-même. Et effectivement, ça pose une question très claire qui est qu'est-ce qui est péjoratif et qu'est-ce qui est mélioratif. Bon, je prends un exemple caricatural, hein, parce que c'est un cas rare et c'est probablement pas ça l'origine de la fin du monde. Mais prenons un exemple caricatural pour comprendre. Vous savez, le Golden Boy qui s'achète un yacht, j'en conviens, c'est caricatural. Il s'en fout du bateau. De toute façon, vous savez, dans les gros yachts, on remet des piscines à l'intérieur. Donc, de toute façon, il ne va même pas dans la mer. Il a des écrans de télé, il a des piscines, etc. Donc, en fait, ça ne sert absolument à rien. Le yacht, il sert à quoi? Il sert à avoir des jolies filles qui rentrent dedans. Ou réciproquement, si c'est une femme qui est la détentrice du yacht. Bon. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on cherche avec ça? On cherche à s'acheter de la désirabilité, tout simplement. Et donc, moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est de se dire, mais il y a encore des gens qui trouvent ça sexy d'aller dans un yacht. Moi, je trouve ça juste ridicule. Ridicule. Je ne dis pas que c'est grave, hein, je ne dis pas qu'il faut l'interdire, je ne dis pas que ceux qui le font sont des fous ou des tyrans sanguinaires. Je trouve ça juste ridicule. Mais ça ne dépend que de nous. C'est-à-dire que c'est quand même à vous de décider où vous allez passer vos vacances. C'est à vous de décider ce que vous allez proposer à l'être que vous aimez. Et surtout, quand on vous offre quelque chose, qu'est-ce qui fera scintiller vos yeux d'émerveillement? C'est ça la question. Est-ce que vous trouvez que pour séduire l'homme ou la femme de vos rêves, vous allez lui proposer un week-end à Saint-Barth ou vous allez lui proposer une promenade en forêt? Et si on vous le propose à vous, qu'est-ce qui vous plaira? Moi, franchement, j'ai eu une voiture de sport dans le passé, donc je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, je me rends compte que si je l'avais encore, non, j'ai plus de voiture du tout, mais c'est même pas que j'aurais honte au niveau écologique, en fait, c'est que j'aurais honte au niveau humain. J'oserais même pas me balader avec, quoi. Je trouve que c'est juste grotesque. Et quelqu'un qui voudrait me raccompagner chez moi dans cette voiture, je dis pas que c'est un salaud, hein, on est bien d'accord. Je dis pas que c'est un monstre. Mais je dis qu'il est juste complètement à côté de la plaque, en fait. Il est en train d'afficher un acte de prédation. Qui a envie de s'écrire sur la tête, je suis un gros connard? C'est pas dramatique, mais c'est ça qu'on est en train de faire. D'accord? Bon, on le fait tous un peu, parce qu'on est tous un peu connards quelque part. C'est la vie, c'est comme ça. On a tous un petit côté comme ça, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai, et je connais que des gens qui en ont. Mais on n'a pas envie de les montrer quand même. On a envie plutôt de les mettre sous le tapis, non? Et donc, ça, je crois qu'on peut le faire tout seul. On n'a besoin de personne pour ça. Ça marche, hein, ça marche assez bien. Du coup, je m'en profite pour poser encore une question du public. Du coup. Donc, c'est sur l'empreinte carbone. Comment gérer l'incertitude sur le bilan carbone des produits que l'on consomme? L'industrie agroalimentaire n'en parle pas. Même sur les steaks végétariens, il n'y a aucune mention de l'économie des gaz à effet de serre ou du réchauffement climatique. J'en sais rien, moi. Je veux dire, à la cantine du CNRS, il n'est pas rare qu'on trouve de la pastèque en plein hiver. Donc déjà, essayons juste de ne pas être complètement délirants. Ensuite, écoutez, déjà, si c'est des steaks végétariens, de toute façon, déjà, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, comme en termes éthiques, vous gagnez beaucoup, même s'ils viennent d'un peu loin. Écoutez,
en même temps, il ne faut pas non plus que ça tourne à l'obsession. Je veux dire, faut être raisonnable. Euh, euh, c'est comme, vous savez, il y a des gens qui se disent ultra écolo parce qu'ils vont recycler le moindre petit bout de carton qui traîne sur le bureau. Là, ils ne vont pas le mettre à la poubelle, ils vont aller l'emmener chez eux parce qu'il y a une poubelle verte. C'est un peu raté le gros problème, ça. Si on hiérarchise un petit peu nos empreintes aujourd'hui, c'est vrai, hein, l'alimentation n'est pas négligeable, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut s'en foutre. Mais je veux dire que si on respecte les lois de bon sens, c'est-à-dire qu'on choisit quand même plutôt ce qui est local, on choisit quand même plutôt ce qui est bio, quand on en a les moyens, on choisit quand même plutôt ce qui est équitable, etc. Et qu'on essaye quand même de ne pas effectivement faire venir ces bananes de l'autre bout du monde, on a déjà fait 95% du chemin. Donc après, si on se dit qu'il y a quelques aliments pour lesquels on ne connaît pas l'impact, bon, soit, écoutez, invitons les pouvoirs publics à le faire nettement figurer. Mais moi, ça me fait toujours un peu peur de faire ça parce que ça fait comme si on pouvait toujours quantifier le bien et le mal et comme s'il fallait absolument que le bilan carbone soit la seule chose qui compte. Alors que ce n'est vraiment qu'un tout petit aspect du problème, le bilan carbone. Et même les steaks végétariens, ils peuvent être faits avec du soja. Alors, l'essentiel des cultures de soja, en fait, sont faits pour nourrir les animaux, mais il peut y avoir une partie des cultures de soja qui est aussi à l'origine de la déforestation en Amazonie, ce qui n'est pas du tout un problème mince. Donc, en fait, il y a vraiment un problème systémique où on ne peut pas simplement se dire ce qui compte est que le consommateur soit informé. Or, le consommateur est éclairé, donc ça résout tous les problèmes. Tant qu'on n'a pas de règles, je suis d'accord avec vous, il faut faire comme ça et faire au mieux, mais ça ne peut pas suffire dans le long terme. C'est sûr que ça ne peut pas suffire dans le long terme. Merci. Et donc, est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire, à nous, étudiants en école de commerce, peut-être un message d'espoir ou quelque chose à nous dire ouais. Écoutez, moi, c'est celui que je vous ai donné tout à l'heure. Je pense que le message d'espoir, c'est que quand même, c'est génial d'être dans l'obligation de tout réinventer. Bon, en gros, vous allez être révolutionnaire ou vous allez crever, pour être simple. Bon, au sens métaphorique, parce que vous, personnellement, vous allez peut-être très bien vous en sortir dans tous les cas, c'est même le plus probable. Mais enfin, métaphoriquement, c'est un peu ça la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est quand même un espoir extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se dire que d'un seul coup, là, on a effacé un tableau qui était quand même maculé par tout le poids d'une histoire extraordinairement prédatrice et brutale. Et on a le droit, je crois, le devoir, l'obligation presque morale de repartir à zéro sans oublier ce qui a été fait. Parce qu'évidemment, on ne va pas oublier les progrès de la médecine, de la physique, etc., et la littérature, et la musique, et toutes les œuvres d'art qui innervent notre histoire. Donc, on a quand même cette situation qui est ultra excitante, qui est celle de cette liberté créatrice que peut-être toutes les générations ont voulu avoir et qui, chez vous, va s'imposer de facto. Voilà. Donc ça, je pense que c'est une belle chose. Et puis, au-delà de ça, moi, je suis assez enthousiaste par les connivences imprévues. Les communautés de destin. Je suis ami avec Jacques Dubochet, par exemple, qui est prix Nobel de chimie. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas exactement mauvais en sciences. Et qui me disait il y a quelque temps, je suis un peu embêté à des moments dans les réunions écolo. Il est très impliqué avec Extinction Rébellion en Suisse. Parfois, on voit des gens qui sont quand même très, 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 très farfelus. Vous savez, les gens là, qui vont parler de l'esprit des objets, etc. Alors, bon, lui, en tant que grand scientifique, il se dit dans quelle mesure est-ce que je peux m'allier quand même avec des gens qui sont un peu foufous, on va dire, en termes, pas méchants, mais un peu foufous quand même, qui disent un peu n'importe quoi quand même, en termes scientifiques. Et il est arrivé à cette conclusion très sage, en fait, que le jeu en vaut la chandelle. En fait, c'est pas grave. Lui-même ne va pas devenir animiste, je veux dire, il garde sa rigueur scientifique, mais là, il y a communauté de destin, avec des gens qui viennent d'un tout autre univers et avec lequel il y a quelque chose à comprendre. Vous savez, par exemple, qui aujourd'hui a une solution à comment placer de l'argent sans que ça nous rapporte d'intérêt? Eh bien, ce sont les musulmans. En islam, vous n'avez pas le droit d'avoir d'intérêt. Écoutez, c'est intéressant. D'un seul coup, on se retrouve comme ça avec des leçons à apprendre, vraiment là où on ne les attendait pas. En tout cas, pas sur ces questions. Ça, je trouve ça très réjouissant, moi. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre tout de toutes les cultures, évidemment. Mais on se trouve en situation aussi de petits-enfants. Comme dit Sonny Laboutansi, le grand poète africain, aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus être une simple terre de ressources. Et si d'un seul coup,
au lieu de se demander comment leur faire la leçon, on se demandait ce qu'ils savent et que nous ne savons pas. Moi, ça, je trouve que c'est un lieu d'enthousiasme, un lieu intellectuel d'enthousiasme. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Barrault. Peut-être une dernière question plus personnelle pour ma part. Si vous deviez recommander un livre au public, vous donneriez lequel? Sur l'écologie, je suppose. Comme vous voulez, justement. Alors, ça peut être plusieurs, d'ailleurs. Il faut lire Jean Genet. Parce que Jean Genet, c'est le poète de l'impossible, c'est celui dont l'écriture ne devrait pas exister et qui existe quand même. Lisez les 5 premières pages du journal du voleur et vous avez touché ce qu'il y a de plus sublime dans toute la littérature universelle. Parce que Jean Genet, c'est celui qui nous met mal à l'aise. Quoi qu'on pense, quoi qu'on sache, on est en situation d'équilibre précaire, d'équilibre instable et donc de réinvention de la contingence. Sur la question proprement écologique, moi j'aime beaucoup ce que fait Morisot, Baptiste Morisot, en particulier sur la compréhension des mondes animaux, et je trouve que c'est une belle personne. Merci beaucoup, Aurélien Barrault. Merci. On arrive au bout de notre heure et demie de conférence. J'espère que le public aura appris des choses. Je vous remercie grandement, en tout cas, de nous avoir permis le lancement de la Earth Week et d'avoir accepté de venir nous parler ce soir. Merci à tous les spectateurs qui sont encore là alors qu'il se fait tard et que nous allons bientôt manger. Je peux souhaiter à tout le monde bon appétit, mangez pas trop de viande. Et encore une fois, merci beaucoup Aurélien Barrault pour merci à vous. Et peut-être l'espoir, c'est ça en fait. L'espoir, c'est d'être invité par des étudiants d'HEC. Donc ça veut dire que quelque chose. Merci à vous et merci de votre ouverture d'esprit. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée également.